Hey, ben bonjour, bienvenue au podcast Ouvre ton jeu. Et vous savez, moi, je fais des conférences un peu partout à travers le Québec. Et là, je suis allée en faire en Beauce, dans la grande région de Québec, dans les Bois-Francs aussi. Et tout le monde quasiment que je rencontre me parle d'Ouvre ton jeu. Ça me fascine à quel point vous êtes incroyable de venir me partager le témoignage d'un des invités, une phrase, un moment, quelqu'un que vous ne pensiez pas écouter, finalement, vous l'avez découvert. J'adore ça. Puis en plus, il n'y a pas d'âge. J'étais dans un événement l'autre fois, puis il y avait 2 jeunes filles d'une vingtaine d'années. Puis elles m'ont dit, on est venu t'entendre parce qu'on t'a découvert avec Ouvre ton jeu. Et à côté, j'ai quelqu'un qui est beaucoup plus âgé qui dit, moi, Ouvre ton jeu, ça m'accompagne dans mes marches et tout ça. Ça me fait un plaisir fou. Vous n'avez pas idée comment c'est extraordinaire. Alors, merci de partager. C'est pour ça que je lis aussi des commentaires parce que moi, j'ai la chance d'en lire plusieurs et de vous dire, vous n'êtes pas seul à adhérer à Ouvre ton jeu. Je pense qu'on est tous pareils. On va chercher des petits morceaux de chacun des invités. Il y a Ghislaine qui dit, j'utilise les jeux de cartes dans mes voyages. Elle parle du jeu de table. C'est notre 3e avec les cartes. Le nouveau, je l'aime encore plus. Même après 25 ans, j'en apprends sur mon chum et notre couple. Pour vrai, merci. Ça nous amène toutes plein de belles conversations. Merci, Ghislaine. Donc, elle a fait 3 voyages avec le jeu vert et là, maintenant, avec son couple, c'est le jeu rouge. Joanne nous parle de l'épisode avec Louise Latraverse. J'ai toujours aimé cette grande dame qui évoluait avec son temps. Oui, elle est contemporaine et immortelle dans le monde artistique québécois. J'aime entendre sa voix. Elle est douce et réconfortante. Merci pour cette entrevue. Très vrai. Louise Latraverse, c'est vraiment un monument au Québec. Alors, merci de nous partager vos commentaires. Je vous parle toujours des partenaires parce que si j'avais pas de partenaires, on pourrait pas diffuser gratuitement Ouvre ton jeu parce qu'on peut l'avoir sur Patreon une semaine à l'avance sans publicité, mais il y a un format payant. Vous pouvez aller aussi sur le Marie Club où il y aura le Ouvre ton jeu une semaine à l'avance sans publicité. D'ailleurs, le Marie Club est maintenant aussi partenaire d'Ouvre ton jeu. C'est vraiment, à un moment donné, je me suis dit, oui, il y a le podcast, mais qu'est-ce que je peux faire pour outiller davantage? J'ai envie de dire les femmes, parce que c'est beaucoup les femmes qui s'abonnent, mais c'est ouvert aux hommes aussi. Mais comment je pourrais rapprocher celles qui se sentent plus seules ou encore comment on pourrait en apprendre ensemble sur la psychologie, sur la consommation, sur la santé, sur la parentalité, vraiment. Souvent, les jeunes parents manquent beaucoup d'informations. Alors, je me suis dit, comment on peut se rejoindre, comment on peut créer un filet de sécurité entre nous. Et c'est pour ça que j'ai décidé, avec mon équipe, je n'étais pas seule, évidemment, de mettre en place le Marie Club, qui est un espace mieux-être, qui se retrouve dans l'espace numérique. Vous vous rendez au marieclaude.com, allez voir ce qu'il y a dans le Marie Club. Vous pouvez vous abonner annuellement ou mensuellement, vous faites le choix et on se rencontre en virtuel parce que je fais des causeries de chez moi, on échange ensemble. Il y a plein d'ateliers. Si vous êtes libre 24 heures sur 24, c'est là 7 jours par semaine. Il n'y a aucune performance, aucun rush. Je vous en parle. Ayez la curiosité d'aller voir sur marieclaude.com et si vous vous abonnez annuellement, vous rentrez le code promo CLUB10 et vous avez 10 % de rabais. Karine Jonca, partenaire depuis toujours. Vous la voyez, elle est partenaire de tellement d'émissions. Karine Jonca, je trouve que c'est une Québécoise, une entrepreneure québécoise qui a plus de 1000 points de vente au Québec. Je trouve ça extraordinaire. Elle a une équipe extraordinaire, tout en simplicité, qui s'adresse aux femmes qui ont envie d'améliorer la qualité de vie des femmes. Alors, je suis très choyée de l'avoir comme partenaire. Si vous vous rendez sur son site web et vous faites des achats en ligne, vous rentrez le code promo Ouvre ton jeu 15 et vous aurez 15
de rabais. Eros et compagnie, ce niveau-là, je l'adore. On a toujours de belles discussions quand les invités choisissent la question Eros et compagnie. Alors, on nous dit que Eros, c'est plus qu'une boutique. Eros vous propose une expérience enrichissante, centrée sur l'épanouissement personnel et la découverte des nouveaux plaisirs. Oui, il faut aussi explorer cette zone-là de la vie. Des fois, on a un peu de pudeur, mais ça fait partie aussi de la santé, des saines habitudes de vie. Alors, si vous allez sur le site et vous allez acheter des produits, vous rentrez le code ROSE15 et vous aurez 15 % de rabais sur votre achat. Optoréseau, d'ailleurs, on a des belles lunettes dans notre décor d'Optoréseau. En ce mois de la Terre, saviez-vous que faire des choix éco-responsables en lunetterie, c'est aussi possible? Alors, découvrez une sélection de montures aux propriétés éco-responsables sur le site d'Optoréseau. Alors, voilà. Et évidemment, mon équipe, Caroline Dionne, qui est à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette, création numérique, Maëlle Devin, captation, Jérémy Boucher aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, je l'attends depuis longtemps. Elle est pas mal occupée, notre invitée. Je l'aime depuis la première fois que j'ai entendu sa voix. J'ai eu la chance de la recevoir dans plusieurs émissions. À chaque fois, j'ai aimé sa franchise, son authenticité, son ouverture à parler d'elle. Et aujourd'hui, on dirait que j'avais hâte de m'en venir pour l'entendre, pour rentrer dans son univers. Je parle d'Ingrid Saint-Pierre. Alors, place à Ingrid. Il y avait des billets pour aller voir mon show. Mais ils ne pouvaient pas se déplacer. Puis moi, ils m'ont dit « ils voudraient aller voir ton show, mais il n'y a pas de transport adapté. » Je fais comme « Hey, c'est pas vrai qu'il ne viendra pas voir mon show. Je vais aller le voir, on va faire de la musique. » Fait que je débarquais avec mon piano dans le CHSLD. Puis il dit « Mais je suis trop gênée pour avoir le spectacle juste à moi, fait que je veux en faire profiter tout le monde. » Fait que je me suis installée dans la grande salle. Puis là, il y avait plein de madames, plein de messieurs. Il y en a qui dormaient, il y en a qui dansaient, il y en a qui... Puis j'ai fait plein de tunes pendant 1h30, je sais pas. Puis après ça, j'allais passer un petit moment avec lui. Ça a été comme l'être le plus lumineux que j'ai rencontré de ma vie, tu sais. Chloé a un lit depuis tellement longtemps. Je ne sais plus exactement c'était quoi sa maladie, mais c'était comme... Il pouvait plus bouger, il était prisonnier de son corps. Un beau monsieur avec des yeux bleus comme j'en ai rarement vu. Et après cette rencontre-là, j'ai pris le bus, puis je suis remontée à Montréal. Puis sur la route, j'ai écrit « Les amoureux scaphandres », la chanson. Incroyable. Que je me suis dépêchée à l'enregistrer chez un ami qui avait un studio pour qu'il puisse l'entendre le mercredi. On est le dimanche. Il s'envole le mercredi et il prend l'aide médicale à Montréal. Fait que le lundi, j'arrive le dimanche. Le lundi, j'enregistre la toune. Je l'envoie, puis il est parti sur la chanson que j'ai écrite pour lui et son amoureuse. Puis il est allé la rejoindre, tu sais. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. C'est comme un grand Ouvre ton jeu. Je m'en venais dans un état de zénitude. Je ne sais pas pourquoi, mais cette femme-là, je l'associe à quelque chose qui ressemble à la sérénité, à la paix, peut-être par sa voix, par ses rythmes musicaux qu'elle nous fait découvrir. Puis, je pense que je vais la connaître davantage. On dirait, on la connaît, mais j'ai envie de rajouter une couche à ça. Je parle d'Ingrid Saint-Pierre. Salut, Ingrid. Allô, merci de me recevoir. Mais tu dégages quelque chose de serein. Est-ce que tu es sereine à l'intérieur? Pas tout le temps. Ben non, je peux pas dire que je suis toujours sereine, absolument pas. Mais j'ai besoin de ça. Donc, je suis pas tant nécessairement... Je cherche pas à être l'émettrice de sérénité, mais j'essaie d'être la réceptrice le plus possible. Donc, je me gave de sérénité, de douceur. J'en ai besoin de ça. T'sais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai je sais pas exactement ce que les gens perçoivent de moi. J'ai pas vraiment de contrôle là-dessus, mais j'ai besoin de me centrer. J'ai besoin de calme, de paix,
douceur. Parce que, tu sais, quand je disais aux gens, là, dans les derniers jours, je vais recevoir Ingrid. Ingrid Saint-Pierre. T'es donc bien chanceuse. Tu sais, oui, il y a quand même quelque chose de wow. T'as ce privilège. Et aussi, je voyais ça, cette journée-là, comme un privilège de mais c'est à moi le privilège. Je suis tellement heureuse de pouvoir partager ça avec toi. Tu sais, t'es allée rencontrer les jeunes à Star Academy, t'as chanté avec eux. T'as senti aussi la joie que tu leur apportais par ta présence. Comment t'as reçu ça? Ça m'a vraiment émue. Ça m'a tellement... ça m'a saisi aussi, tu sais. C'est des jeunes de 15 ans, tu sais, dans la jeune vingtaine aussi. Tu sais, j'en vois dans mes salles de spectacle, tu sais, des enfants qui sont là, puis tu sais, ils ont commencé à écouter ma musique très jeune, puis là, ils ont 15 ans, tu sais, ça. On dirait que j'en vois un petit peu, mais de les voir là, des artistes, de jeunes artistes avec... le regard lumineux, plein d'ambition, puis là, qui sont contents de me recevoir, puis ils sont émus de me recevoir. On dirait que j'ai pris ça comme une grande dose d'amour, parce que moi, je me sentais privilégiée d'être avec eux, tu sais. Moi, j'avais je suis donc bien chanceuse. Il y a comme une transmission, hein? Ben, je trouve ça beau, tu sais. Poursuite. Oui, exactement. Tu sais, leurs questions étaient tellement belles. L'intérêt, la générosité, c'était tout du vrai. Puis ça m'a fait du bien, cette rencontre-là. Puis sur l'album de Star Academy, Mia, ben oui, interprète une de mes chansons. Ben oui. Puis c'est tellement beau comment elle le fait. Elle avait fait en audition aussi. On m'avait envoyé son audition, puis j'avais été tellement étonnée par cette interprétation-là, tu sais. Juste. Parce que souvent, les gens m'en envoient, tu sais, leur interprétation d'une chanson à moi, tu sais, puis je trouve ça beau souvent, mais Mia, ça m'a vraiment happée, tu sais, parce qu'elle se l'est vraiment appropriée, elle l'a interprétée de sa façon à elle, en y collant son histoire à elle, tu sais, et ça, je trouve ça beau d'exister une chanson au-delà de l'interpréter, tu sais. Oui, mais ça, c'est, je trouve, la différence entre, on dirait, quelqu'un qui va perdurer aussi. Tu penses? Ouais. De créer son environnement. Je sais que tu as découvert Marie-Jo Thériault, puis ça a changé de quoi dans ta vie? Ça a changé ma vie. Ça l'a changé ta vie? Ah oui, carrément. Puis je me souviens du moment exact. Je me souviens, c'est un samedi matin, il est genre 7h30. Ça, c'est avant Vasimolo. J'ai à peu près... 12 ans, peut-être, en tout cas. Puis, je me souviens, c'est un matin où tout va vite, où ma mère passe l'aspirateur. Puis c'est une mère de 3 petits déterminée à faire le ménage. T'sais. Puis là, j'entends les vagues d'aspirateur partout, puis ça fait du bruit. Puis là, moi, j'écoute mon téléroman que j'ai enregistré la veille parce que ça passe trop tard, puis j'ai pas le droit de l'écouter. Ça s'appelle Deux frères. Alors, j'écoute un peu cet épisode-là. Et puis là, je perçois une voix, je perçois une musique, puis là, je m'approche de la télé pour pouvoir mieux capter cette voix-là dans l'espèce de brouhaha familial, tu sais. Puis là, tout s'arrête. Et le moment, pour moi, est au ralenti. J'entends la voix de Marie-Jo Thériault pour la première fois de ma vie. Je sais pas que c'est elle encore. Et elle chante « Fais-moi danser François Hébert ». Et puis là, je fais comme « My God, c'est beau ». Ça ressemble à rien que j'ai entendu dans ma vie. Puis je me suis un peu retrouvée dans ça, dans cette force d'interprétation, cette femme-là, cette liberté. Cette liberté-là que j'entendais. Tu sais. Puis j'ai cherché pendant tellement longtemps qui était cette voix, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Shazam. Tu pouvais pas deviner qui chante. J'ai cherché. Puis quand je l'ai trouvé, La Maline, son album m'a accompagnée, mon Dieu, tellement. C'est un album que j'ai écouté en boucle et en boucle et en boucle. Puis j'ai commencé à écrire mes chansons. Tu as compris c'était quoi un univers musical? Ben, j'ai compris que j'avais le droit aussi de créer mon univers à moi, tu sais. Elle m'a donné cet élan-là, Marie-Jo Thériault, de pouvoir écrire mes propres chansons. Tu sais qu'elle a fait... Je suis allée voir La Maline il y a quelques mois à la Place des Arts. Oui. Elle a gardé cette folie-là. Parce que quand elle a dit « Maintenant, j'ai 60 ans », on dirait que je pouvais pas le croire. Parce que c'est pas... Je voyais la même Marie-Jo Thériault que j'aimais il y a 30 ans. Moi, c'est Évangeline qui m'a appelée. Son interprétation d'Évangeline. À toutes les fois que j'entends quelqu'un d'autre, je pense toujours quand même à Marie-Jo Thériault. Absolument. Parce que aussi.
Toi aussi, elle raconte tellement les histoires. Ouais. Est-ce que tu la connais dans la vie? On se croise à l'occasion, on s'écrit, elle sait que je l'aime profondément. On a envie de collaborer éventuellement ensemble. Je l'aime, tu sais, mais je suis complètement fan, tu sais. Fait que c'est plus fort que moi, je bafouille, je dis des niaiseries, puis j'ai tout le temps peur qu'elle me trouve too much, tu sais. Mais c'est moi, tu sais. Je vais toujours être de même, puis je trouve ça beau, cette espèce de force, cette candeur-là, le regard qu'elle pose sur le monde, cette fougue. Elle est plus grande que nature, puis elle habite chaque partie de son être, j'ai l'impression, tu vois. Puis moi, ça m'inspire énormément. Wow! Quel beau témoignage! Je l'aime! Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Oui! Alors, le niveau vert, Ingrid, c'est des questions d'ordre générique. OK. Le niveau jaune, c'est des questions d'ordre plus spécifique. OK. Niveau rouge, c'est des questions personnelles. Puis je veux dire que le jeu, chaque question a quand même été choisie pour toi. C'est-à-dire qu'on peut les retrouver dans d'autres jeux, mais il n'y a pas 2 jeux pareils avec toutes les mêmes questions. OK. Le niveau rose, c'est le niveau Eros et compagnie où on parle de sensualité et sexualité. Opto Réseau, c'est la dernière carte auquel tu auras à répondre et ça se termine toujours en douceur. On fait bien atterrir l'avion, d'ouvre ton jeu. Et on t'a le Joker. Si tu trouves que je vais trop loin avec mes sous-questions, que tu as envie de changer de sujet, tu déposes ton Joker et je vais passer tout de suite à la prochaine question. Okay. Fait que tu as une protection. D'accord. Donc, comment ça fonctionne? Tu vas les brasser, les cartes. Tu m'en donnes 5. OK. Tu en choisis 5. OK. Et là, de ces 5, je vais te les lire et tu vas en choisir une auquel tu devras répondre. Et après, je vais en choisir une auquel tu devras répondre aussi. Donc, on répond seulement à 2 questions du niveau vert. D'accord. Merci. Alors, c'est parti. Excitant. Pour être bien avec moi-même, je dois. Mm-hmm. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Quel est ton pire défaut? Oh, wow! OK. OK, je vais les regarder. Ben oui, certains, regarde-les. Ça, c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment. Donc, je pense que ça pourrait être bien d'ouvrir mon jeu là-dessus. Donc, OK. Alors, c'est laquelle tu as choisi? Pour être bien avec moi-même, je dois. OK. En ce moment, je suis un peu comme... je suis entre je termine une période où je poursuis une période de spectacle. Donc, il y a eu album, il y a eu tournée en premier, il y a eu une autre tournée, et tout ça s'enchaîne. Et puis là, je vois la fin arriver doucement. Donc, une période d'écriture qui s'en vient un jour, éventuellement, dans un futur à moyen terme, mettons. Et puis, je me questionne sur... ma solitude, ma relation avec moi-même, parce que ça demande, une période d'écriture demande un repli, en tout cas pour moi, un espèce de repli sur soi, une période de silence aussi, de retour aux sources. Puis, je me questionne beaucoup sur mon rapport avec l'ordinaire, parce que j'écris beaucoup là-dessus. J'écris sur l'ordinaire. J'aime ça. Ça me parle énormément, l'ordinaire. Je trouve ça beau, les détails, les fragments, la répétition, le minuscule. Mais je suis confrontée aussi à... J'ai besoin d'ouragan. C'est un mot qui n'existe pas, mais j'ai besoin de... Il y a une partie de moi qui est volcanique aussi, qui a besoin de grands projets, de grands gestes. Puis pour être bien avec moi-même, je dois... trouver l'équilibre entre ces 2 parties. Donc, la Ingrid maman, qui cherche le petit, qui met des loupes sur des moments que je trouve magnifiques, la petite routine, la famille et tout ça. Puis la Ingrid qui a besoin de me pitcher à quelque part, de partir en voyage, de recommencer, de me lancer dans des projets qui n'ont pas de bon sens. Cette Ingrid-là qui a toujours existé, des fois, j'en ai vraiment besoin pour accéder à... Pour accepter. Accepter ça. Puis accéder aussi au regard bienveillant sur la routine et ce qui m'inspire au final. Parce que c'est pas la Ingrid qui
cherche le grandiose. J'écris pas là-dessus. J'écris là-dessus. Mais pour te faire connaître ce que tu écris, tu utilises le grandiose. J'ai besoin d'aller là. C'est comme ton projecteur, c'est comme ça que tu annonces ça. Oui. Fait que là, à la fin d'un processus d'écriture, de spectacle, de tournée, ben là, souvent, je me retrouve devant un vide que je trouve attrayant, que je trouve beau, mais qui m'effraie. C'est souvent ces moments-là où j'ai le goût de soit tout sacré là, puis faire comme, OK, j'arrête, je fais plus de musique, je m'en vais, je vais étudier pour être architecte, je vais être psychologue. Ah non, finalement, on vend la maison, on fait le tour du monde, ou on s'en va. Là, j'ai des appels de gestes qui n'ont pas de bon sens. C'est qu'il y a quelque chose, je comprends, que tu veux sortir. Oui. Je connais cet état-là. Tu dis ça, là, puis je suis sûre qu'il y a plein de gens présentement qui se reconnaissent. C'est-à-dire, on dirait que ça va exploser, mais tu sais pas quoi. Tu sais pas où aller. Puis là, c'est là que mon chum fait comme... Ouais, le rationnel. On s'en reparle demain. Là, lui, il est gossé de ça. Tu sais, en fait, parce que ça l'inclut quand on dit, tu dis on vend la maison puis on s'en va, il fait partie de ton grandiose. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je revois mes parents, tu vois. Je revois mes parents à l'âge quand j'avais 10 ans. Maman, je veux m'en aller au Congo. Je veux faire l'expérience humanitaire. Je veux aller aider les gens. Puis je veux lâcher l'école puis je veux faire ça ou je veux faire ça. Puis mes parents vont comme... OK, on s'en reparle demain. Des fois, c'est des projets qui aboutissent, là. Entends-moi bien, c'est que je suis pas juste une pitcheuse de projets, de grandiose. Puis c'est des projets que je mène de front. Puis je me pitch, là. Je suis une fille qui se pitch, tu sais. D'autres fois que ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai besoin d'être cette partie-là. Fait que pour être bien avec moi-même, je peux pas être toute là, puis toute là. Il faut que je fasse ça comme ça. Il faut que je bouge. C'est quoi ta prochaine folie? Ben là, on s'en va en voyage avec les enfants. Ça fait longtemps qu'on y pense. C'est une petite folie, mais c'est quand même une grande folie. On travaille. On part au Japon avec les petits sacs à dos. Mais là, ma prochaine folie, je rêve, je sais pas, de quelque chose de plus grand. J'ai envie de me pitcher dans un nouveau projet, d'apprendre quelque chose. J'aime ça apprendre. Tu vois, je vais recevoir à Ouvre ton jeu bientôt Jessica Arnois, qui tu la connais? Non, c'est qui déjà? C'est spécialiste des vins. Oui. Jessica, elle a bu à l'épicerie. C'est pour ça que je la connais. Oui, c'est ça, ouais. c'est vraiment une femme remarquable. C'est une femme d'affaires. C'est quelqu'un qui est retourné aux études. Mais ça pour dire que dans le temps des fêtes, là, sur Instagram, elle annonce qu'elle s'en va au Sri Lanka dans un sanctuaire d'éléphants. Elle s'en va prendre soin d'éléphants. Ah, c'est beau! Je voulais tout remettre ma vie en question, tu comprends? Parce que moi, je trouvais que dans ma maison, avec mes décorations de Noël, je me disais, nous autres, on n'a pas ça dans notre vie, aller s'occuper des éléphants. Puis en plus, elle était hyper généreuse sur les réseaux sociaux. Elle a documenté son séjour là-bas. Puis j'étais là, j'ai écrit pendant qu'elle était là, veux-tu venir faire Ouvre ton jeu? Il me semble que tu vas me donner un petit peu de ça. Puis elle m'a dit oui tout de suite, tu sais. Mais tu vois, ça, pour moi, c'est comme du grandiose. Là, que des fois, j'aurais besoin là, de... Puis quand je vois les autres, là, c'est comme ça m'inspire puis ça me rappelle que je suis pas en train de le faire. Ah, je comprends. On est dans la comparaison un peu. C'est comme ça. Mais en fait, c'est de dire, elle a eu le guts de le faire. Fait que c'est pas si grave que ça. Tu mets ça 3 semaines dans ton agenda. Tu sais, j'essaie de me dire, c'est moi qui se bloque, là. Tu comprends? Mais moi, ça m'inspire vers le haut, ça. Ouais. J'aime voir ça. Puis je me dis, mais c'est possible. C'est pas si compliqué que ça, finalement. Oui, moi aussi, ça me fait du bien de voir des gens qui le font, qui vont de l'avant dans des projets fous, mais qui se pitchent. Tu sais, moi, je trouve ça tellement beau. Des familles aussi. Oui, là, ça me fait du bien de voir des mamans, tu sais, qui s'arrêtent pas au fait que on doit comme... Ben oui, je pense que c'est important de garder une routine. Entendez-moi bien, là, je suis pas en train de dire qu'il faut tout sacrer là puis de partir, mais de se donner le droit de vivre des affaires avec les enfants, de sortir un peu de son quotidien, d'aller voir l'autre, d'ouvrir les horizons. Je trouve que c'est important. En tout cas, pour moi, ça l'est. Puis, tu sais, quand on fait ça, on est content de revenir à la routine. Exactement. C'est là l'équilibre t'embrasses aussi. Plus c'est ça, la répétition, la douceur de la répétition. Je trouve ça beau, mais mon regard est plus frais et plus... Oui, c'est ça. Je pense que j'ai vraiment besoin de cet espace-là, de me donner cet espace-là, d'être too much, d'être trop, de vouloir plein d'affaires, de désirer plein d'affaires, d'être toute pleine d'immense. Puis après ça, je reviens... Puis le minuscule, je le trouve encore plus précieux. Puis sur le plan professionnel, est-ce que tu as des idées de grandeur? Est-ce que... On dirait que ça, c'est autre chose.
j'ai toujours eu de la difficulté à me projeter. Tu sais, moi, ce métier-là, j'en ai jamais rêvé. C'est-à-dire que je me suis jamais dit, hey, moi, j'aimerais ça vivre tu sais, je te parle de plus jeune. Ouais. J'aimerais ça faire de la musique, faire des spectacles, rencontrer des gens de partout, puis avoir des liens par la musique. J'ai jamais rêvé à ça parce que je m'en suis jamais donné le droit. J'ai commencé à y penser quand d'autres m'ont dit, tu devrais peut-être y penser, là, ça pourrait peut-être se pouvoir, tu sais. Ah oui, tu sais, j'étais toujours un peu étonnée. Ça m'a toujours pris l'approbation des autres ou la petite tape dans le dos ou l'espèce d'élan pour me pousser. Fait que on dirait que rêver en musique, je suis toujours plus... j'apprécie ce qui se passe beaucoup. Je trouve ça très, très précieux. J'ai des aspirations, évidemment. Là, je suis pas en train de dire que je rêve à rien, tu sais, en musique, mais je fais attention à ce dont je rêve parce que j'ai envie de m'ancrer sur ce que j'ai beaucoup, puis de le célébrer, puis de le collectionner. Puis, tu vois, j'étais à Shawinigan, en fait, quelques jours, puis je suis sortie de scène, puis j'ai pas bougé. Je suis restée dans les loges, puis j'ai juste... Après le spectacle, j'ai pas bougé pendant 10 minutes. J'imagine que les techniciens ont dû me trouver étrange, mais je me suis juste un peu recueillie, puis j'ai fait comme, oh mon Dieu, j'ai écouté les gens qui sortaient, puis la salle devenir un peu plus silencieuse, puis les gens qui sortent, tu sais, puis je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça ma vie, c'est ça qui vient de se passer. Ça a été mon vendredi soir à Shawinigan. J'ai fait ça, là. J'ai fait mes chansons. J'ai joué de la musique. C'est super quétaine ce que je te dis là, mais je te jure que je l'ai fait pour vrai, puis j'étais très émue de ça, t'sais. Mais j'ai besoin de ça, tu comprends? Mais c'est de la pleine conscience. Oui, c'est ça. Ben oui, puis on est tellement dans cette ère-là, il n'y a rien de quétaine là-dedans. Je veux dire, la pleine conscience, puis même, on en parle souvent, mais dans le milieu médical, maintenant, on parle beaucoup de méditation en pleine conscience. Ouais. C'est même manger, mettre puis de tout savourer au lieu de mais c'est ça que tu as fait, c'est que t'étais dans ton moment, puis t'as pris conscience de tous les angles de ce moment-là. C'est magnifique de vivre ça comme ça, la pleine conscience. Ça fait durer, tu trouves-tu? Ça te fait durer le moment. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'était pas fini. J'aurais pu juste comme sortir de scène, descendre aller à la loge, m'asseoir puis regarder si j'ai eu des messages. Tu comprends-tu? Ouais. Pour moi, ça aurait été ton petit quotidien. C'est comme, ça va trop vite, mais on dirait que tu fais durer l'instant quand tu peux... Mais tu travailles pour aller chercher ça aussi. Tu sais, dans le fond, les rencontres que tu fais avec les gens, tu sais, c'est une prise de conscience de « ça me remplit ». Oui. Ah oui, ça me remplit tellement. Puis on dirait que dans cette tournée-là, c'est plus fort encore. C'est une tournée solo. Je suis toute seule sur la scène pendant 1h30, tu sais. Et c'est le spectacle qui me nourrit le plus. On dirait que la rencontre est forte. Je sais pas comment l'expliquer. Les gens se livrent 2 fois plus à moi après le show aussi. Il y a comme une espèce de communion qui s'installe dans ce spectacle-là qui me fait tellement de bien que si je pouvais faire ce show-là tout le temps... Puis je suis une fille qui se tanne vite, hein, tu sais, Marc-Claude. Ah, je savais pas ça. Ah oui, toi, tu te tannes vite. Ouais, faut jamais être une pilote automatique. Dans la vie où j'ai besoin de... encore là, tu vois, j'ai besoin d'avoir cette étincelle-là de vérité, puis je peux pas arriver sur une scène en étant sur le pilote automatique. Fait que je crée... Mais là, comme t'es seule, t'es quand même, tu te mets en danger à quelque part aussi. Peut-être que c'est ça aussi, l'aspect qui me tient là. Faut que tu sois sur le bout de ta chaise. Mettons, tu sais, quand t'es toute seule, là. C'est ça, là. Tu peux pas être absente, tu peux pas te fier à quelqu'un d'autre. Mais as-tu l'impression que les gens qui vont te voir, quand ils vivent ça avec toi seule sur la scène, il y a comme un ancrage qui s'installe entre ce public-là qui est là et toi? Ouais. Le rythme est on dirait que j'ai l'impression d'être dans un grand bateau, tu sais. Puis on est tous ensemble, puis je l'amène doucement où je veux, tu sais. Pour moi, c'est pas un spectacle, c'est une rencontre. Puis c'est comme ça que je vois mon métier. Parce que c'est pas une partie de moi, ça, de me donner en spectacle. J'ai jamais été ça. C'est pas une partie du métier. Se donner en spectacle, pour moi, c'est carrément aux antipodes de ce que je suis. Je suis pas une fille de même, tu sais. Puis c'est parfait, les gens qui le sont, là, cette espèce de partie exubérante, des gens un peu show-off, tu sais. Moi, ça, c'est pas moi. Alors, j'aborde le moment, le spectacle, comme une rencontre, parce que pour moi, le spectacle, il est pas juste sur la scène, il est dans la salle, tu comprends? Puis il est de part et d'autre. Puis
Puis c'est ça que je trouve j'aime beau. ça. C'est qu'eux, ils voient comme le spectacle, puis toi, tu les vois comme le spectacle. Moi, le spectacle est en avant de moi. Mais c'est extraordinaire C'est quand tellement tu dis ça. beau. Mais puis j'en parle aussi en spectacle, c'est que en show, tu sais, c'est que les gens me livrent beaucoup de leur histoire. C'est comme une espèce de... Il y a un lien très, très privilégié en musique qui se passe. Il y a une espèce de proximité, il y a une intimité très, très grande que j'aurais pas si on se rencontrait à l'épicerie, tu sais. Et les gens me racontent des histoires parfois très, très difficiles, parfois très, très belles, parfois... Et je les porte en dedans de moi, ces histoires-là. Et à chaque soir, c'est un peu d'eux que je garde aussi en dedans de moi. Parce que les gens font exister mes chansons dans leur vie, mais leur vie aussi me fait exister à quelque part. Tu sais, leur histoire à eux, je les porte en moi. Tu sais, je les garde. C'est extraordinaire de pouvoir vivre ça dans un métier, tu comprends? Je pense que la plus belle description que j'ai entendue de ma vie du public. Pour vrai? Oui. Mais de la part de ton bagage. La part de l'autre. Oui, de la part de oui. l'autre. C'est magnifique ce que tu viens de dire. Mais je le pense. Tu le ressens, vraiment. ben oui. Mais oui, mais c'est puissant. Je trouve que ça prend ça nous fait prendre conscience qu'être assis dans une salle, on participe au spectacle. Ben oui. Comme on est le spectateur. spectacle. C'est ça. Tu sais, des fois, on s'en rend pas compte. On va s'asseoir là. On puis, fait le show. C'est extraordinaire. La question que je vais choisir, sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? J'ai fait beaucoup de travail, tu sais, Marc-Claude, ces dernières années. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi. Ça fait 8 ans que je vois une psychologue extraordinaire qui m'a vraiment aidée. Tu sais, j'ai comme... j'ai pas le regard doux sur moi-même. Sur les autres, oui. Le regard que je porte sur les autres est toujours... tu sais, les gens partent tout le temps à plus 10 avec moi, tu comprends? Tu sais? Je crois en cette bonté-là, jusqu'à preuve du contraire. Mais par contre, moi, le regard que je pose sur moi a toujours été très, très, très dur, même je pourrais te dire violent des fois, tu comprends? Alors, j'ai appris à poser un regard doux sur moi aussi, un regard bienveillant. J'ai appris à m'aimer, carrément, ce que j'avais pas vraiment été capable de faire. Tu sais, je travaille encore là-dessus, mais à ne pas chercher à être parfaite. Puis j'ai appris à mettre des limites. Puis ça a été un gros travail que je fais encore régulièrement, qui me fait du bien. Il y a des périodes plus difficiles, tu sais, on a toutes des périodes plus rough. Mais alors, quand ça arrive, j'essaie de me ramener à, OK, mais je me sens comme ça, là, pourquoi je m'haïs, là, en ce moment? Pourquoi tout ce que je fais, c'est dégueu? Pourquoi je me regarde dans le miroir puis je m'haïs? Pourquoi là, je suis la pire des mères, la pire des blondes, la pire des filles? Pourquoi? Ah, c'est peut-être parce que, tu sais, j'essaie de sortir ça de moi puis de comprendre quelles sont les circonstances qui ont fait en sorte que j'en arrive là maintenant. C'est pas tant parce que, justement, t'es une mauvaise mère ou ça se... Il y a des éléments déclencheurs. Il y a des éléments. Alors, j'ai appris à avoir un regard extérieur plus doux. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Puis mettre des limites, ben c'est aussi trouver qu'on en vaut la peine. Alors, tu peux pas dire des non dans la vie ou mettre des limites si tu trouves que, dans le fond de toi, t'en vaut pas la peine. T'sais. À partir du moment où tu dis « Hey, pourquoi moi je me sentirais comme ça? Pourquoi je me fais dire ça puis je me sens pas bien? » Mais non, ça fonctionne pas. J'ai le droit de me sentir mal. Alors, je mets mes limites. T'sais. C'est un beau combat. Puis, dans la vie, j'ai pas la fierté facile, mais ça, j'en suis fière. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit « OK, là, je dois consulter » ? Oui. J'aurais dû le faire bien avant. Quand j'ai fait mon épuisement en 2015-2016, ça n'a pas été mon réflexe parce que demander de l'aide, pour moi, c'était pas une option. J'ai pas appris, j'aime pas ça, demander. Est-ce que tu savais que tu en avais besoin puis tu voulais pas le demander ou tu le voyais pas? Je le voyais pas. Tu le voyais pas. Je le voyais pas. Je voyais plus un débalancement hormonal. Je voyais, il y a quelque chose qui se passe pas. Je suis trop fatiguée. Puis effectivement, mon corps était comme complètement à bout. Je dormais pas. J'allaitais mon fils aux 2 heures.
jour et nuit. J'avais un bébé de petit poids qui était tout petit, donc on me disait hey, c'est important qu'il. Mais je travaillais aussi, je donnais des spectacles. Fait que c'était beaucoup le manque de sommeil. Oui, le manque de sommeil et tout ça. Puis je pense que c'est surtout ça qui m'a ramassée. Puis ce qui m'a ramassée, c'est la culpabilité que j'éprouvais. Donc j'ai mal géré comment je me sentais par rapport à la situation. C'était pas tant la situation qui m'a foutue dans un état complètement à terre. Fait que c'est à ce moment-là que j'aurais dû consulter, mais ça a été beaucoup plus tard. On parle de quelques années après. T'sais. Puis c'est le plus beau cadeau que je me suis donné. Qu'est-ce qui a changé? Je suis capable d'aller chercher de l'aide. Quand je vois que hey, là, la période est plus rough, mettons, là, les enfants sont malades à tour de rôle, ça va moins bien, là je sens off, là, c'est plus difficile. Là. Fait que là, je prends le téléphone, j'appelle des amis. Hey, là, je suis dans une période plus tough, on va-tu prendre un café? J'ai besoin de sortir, Je le fais. D'emblée, j'aurais peut-être eu l'idée de me renfermer, de faire comme, hey, là, prends-toi, Saint-Pierre, là, puis let's go, là, lève-toi, puis continue, là, tu sais, t'as pas à chialer de rien. Tu comprends? Quand tu demandes de l'aide à tes amis, as-tu l'impression que ça approfondit le lien? De se montrer vulnérable puis de dire vous êtes là aussi pour ça. Ils sont contentes, mes amis sont contents quand je le fais, puis je m'en rends compte. Ils le prennent comme un cadeau. C'est ça qui est beau. Puis je me remets dans la place de celle qui va aider après. C'est sûr que lorsque quelqu'un m'écrit « Hey, sais-tu quoi, j'aurais peut-être besoin d'aide », c'est un grand cadeau que la personne te fait. Elle te donne sa confiance, puis c'est un petit peu ça que je fais maintenant. T'sais, je le dis. Ah, c'est plus tough. J'aurais besoin de ton regard sur une situation. Puis j'ai des amis extraordinaires qui prennent souvent le temps. d'en parler, il y a une partie qui est déjà... Ça désamorce, clairement. On enlève la gravité, des fois, je pense quelque aussi. chose. Mais c'est important ce que tu as dit parce que j'ai envie de m'adresser aux femmes. Là. Je sais qu'il y a des hommes aussi qui vivent ça, mais il reste que chez les femmes, vouloir tout faire en même temps, puis essayer de tout bien faire en même temps... Moi, j'en ai entendu tellement, tu sais, qui ont eu justement un enfant. Mais moi, je ne changerais rien, là. C'est pas mon enfant va s'adapter. Ouais. Tu sais, oui, on a envie de ça. Ouais. Mais quand ça se passe pas comme ça, pour toutes sortes de raisons, il faut comme se donner le droit de revoir la situation avec qu'est-ce qu'il y a réellement et non ce qu'on aimerait que ce soit. Parce que là, sinon, on compense. Et on paie le prix physiquement, psychologiquement puis aussi. On le paie cher, là, le prix, là, tu sais. Ah oui, tellement. Mais il y a aussi toutes les attentes, tu comprends, qu'on a. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je me souviens quand je suis tombée enceinte, j'ai accouché en 2015, tu sais, j'avais déjà perdu le premier bébé, tu sais, de façon très, très... un peu tragique, un peu... Ça s'était quand même pas super bien passé, donc... Puis j'avais pris ça comme comme un échec. J'avais échoué. J'avais honte. Fait que quand je suis retombée enceinte, j'avais cette pression-là de réussir ma maternité. Mais j'avais aussi la pression de... Je suis une femme en musique. J'avais pas tant d'amis de ma génération, de ma cohorte de chanteuses qui étaient... Tu sais, j'avais des femmes avant moi, tu sais, un petit peu... tu sais, Ariane Moffat, tu sais, des mamans. Marie-Pierre Arthur, tu sais, il y en avait des mamans, mais on dirait que je me sentais quand même toute seule. Puis j'avais tout à prouver, c'est-à-dire que je voulais avoir un enfant, mais je voulais vite retourner en spectacle, puis je voulais montrer que ça allait pas changer, j'allais pas être moins... que j'allais produire quand même des albums, que j'allais être là, que j'allais donner des shows. Pour moi, c'était pas un désaveu à mon professionnalisme, tu sais. J'avais besoin de le montrer. J'avais besoin de dire que j'ai toujours voyagé, on va voyager. On va partir avec notre enfant, je vais l'amener en tournée. J'avais besoin de réussir ma parentalité et ma grossesse et ma maternité, tout ça, là. C'était complètement fou, tu sais. Tu t'ajoutes des couches. Ah, t'ajoutes. Tu sais, c'est la vie qui change. Oui. Là. Puis en entrevue, mettons, je venais d'accoucher, puis après ça, je sortais un album, puis les gens me disaient « Ah, mais votre enfant, votre bébé est où? » Puis là, je disais « Ben, avec son papa. » Mais mon chum partait en tournée avec un enfant du même âge. Jamais que personne lui demandait « Mais votre enfant, il est où? » Puis ça me mettait tellement en crise parce que je me disais
Pourquoi moi j'essaie... Alors, il faut que je prouve qu'une maman peut retourner travailler. Vraiment, je prenais ce poids-là sur... Puis là, j'avais le goût de montrer que j'étais toute puissante. Mais à un moment donné, ça te rattrape, tu sais. On n'est pas toute puissante. Non. Maman, papa, non-parents, peu importe, tu sais. À un moment donné, il faut accepter qu'on aura peut-être besoin d'aide dans la vie. Puis c'est pas tant une faiblesse, mais c'est une étape. Puis là, embarque après la résilience, puis tu te relèves, tu sais, avec de l'aide, c'est encore mieux. Oui, puis de comprendre pourquoi on veut tout performer comme ça. Ah, c'est typiquement féminin, ça? C'est-tu féminin? Ben, moi, je rencontre beaucoup de femmes, Ingrid. Je donne des conférences, puis principalement, c'est des femmes. On a aussi, tu sais, maintenant, moi, j'ai un espace mieux-être qui s'appelle le Marie Club. C'est essentiellement des femmes. C'est un lieu où on se retrouve toute une gang de femmes. Maintenant, on est des milliers. Puis on fait des causeries, on se parle, on a des ateliers. C'est beau. Moi, je me suis donné comme mandat de soutien entre nous. Tu comprends? D'avoir un lieu sécuritaire de confiance où on peut se déposer. Puis quand on fait des Ouvre ton jeu express, par exemple, si je pige des questions pour les femmes, là, mettons, sont peut-être des fois 150, des fois 200 branchés, tout dépendant des soirs, là. Puis répondre aussi rapidement à une question, des fois de braillant, là, mais de sentir assez en sécurité pour se montrer vulnérable, et on n'a pas tant d'espace pour ça. Parce que je trouve que quand on accepte de se montrer vulnérable, souvent, on va nous dire, ben oui, mais t'avais juste à pas faire ça, mais tu n'y as pas pensé avant. Mais tu sais, l'espèce de... une phrase qui nous culpabilise, puis aussi des phrases qui nous arrêtent de parler. Parce que je vais arrêter, garde, elle est déjà en train, je me sens jugée. Ouais, Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes de parler. Et nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, on s'ouvre à l'écoute de l'autre. Et pas de tabou, pas de jugement. Et ce jeu-là a été fait pour ça. C'est maintenant, on le vend, le jeu. Puis la première règle, c'est écouter dans la bienveillance. Et écouter, là, ça veut pas dire que tu interromps la personne. Puis moi aussi, c'est que tu écoutes. Oui, des fois, tu peux rajouter, mais tu laisses l'autre continuer dans son flow, tu sais. Puis je trouve que pour les femmes, moi, tu sais, mon expérience, ça fait 1 an et demi là, qu'on a le Marie Club. Il y en a beaucoup qui sont seuls. Ils sont pas seuls dans la vie, mais sont seuls dans leur tête. Tu comprends? À pas être capable d'exprimer ce surplus-là, sinon ils vont avoir de l'air faible. Et ils ont peur que les gens doutent d'elles. Et là, c'est non, là, on a le droit. On a le droit, puis bon, mais on va inviter une psychologue la prochaine fois, elle va venir répondre à... Ça fait qu'on a ça entre nous, puis ça fait du bien, je vais te dire. C'est magnifique. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Puis quand je rencontre des femmes, là, puis elles viennent, tu sais, comme toi, elles viennent me parler après les conférences. Puis elles viennent pas me dire, hey, moi, ça va super bien, parce que celles-là, elles viennent pas me parler. Je comprends. Tu comprends? Quand ça va super bien, on les voit pas après, oui. On va prendre une photo. Puis... Mais celles qui restent, là, c'est tellement touchant, tous ces témoignages-là. Puis juste le fait d'en parler puis qu'on les écoute, tu comprends? Parce qu'on est des gens de confiance pour elles. On vient de leur enlever un poids. Fait que je trouve ça tellement beau quand j'échange. Ça fait une différence dans la vie des gens, ça. Puis dans la tienne aussi, je suis convaincue. Mais tellement. Puis c'est pour ça que je suis aussi... quand je fais des projets, puis je me défends des fois parce que je trouve... Même quand j'étais en télé, des fois, je n'étais pas d'accord avec des sujets parce que on les rencontre, ces gens-là. Nous, on a la chance, ils nous reconnaissent, on les voit, ils viennent à nous. On sait à qui on parle, puis on sait qu'on n'a pas envie de dire n'importe quoi. Puis on sait qu'est-ce qu'ils ont de besoin. C'est que tu viens en communion, mais pour les autres, c'est comme un monde invisible, des équipes. Mais nous, ils sont visibles. Ils sont réels, ben oui. Ils sont réels. Tu sais, quand t'écris pour eux. Quand tu penses à tes spectacles, tu penses à ces gens-là. Absolument. Tu sais. Ben oui. Ils nous habitent. Fait que moi, je trouve que c'est ça. C'est extraordinaire. Fait que tantôt, quand tu parlais de pleine conscience face à ça, moi, je trouve que c'est ça qu'on fait pas assez. C'est qu'on travaille, mais on s'arrête pas pour dire, OK, qu'est-ce que je viens de vivre, là? C'est tout ce que je voulais est arrivé. On a de quoi être fiers. C'est précieux, ça. Oui, de plus en plus, j'ai besoin de tout arrêter puis de l'apprécier encore plus. Peut-être parce que je sens que mon métier est tellement mouvant, c'est tellement dans une drôle de place aussi, la culture. Ouais. Fait qu'on dirait que tout devient tellement... tout peut partir en fumée, dans pas si longtemps, Je pense que j'ai toujours eu, même dans toute ma naïveté, dans les débuts, j'ai toujours eu cette envie-là de chérir, de collectionner ces moments-là. Puis ça, c'est une partie de moi qui est importante puis que je chéris beaucoup, c'est que je suis une collectionneuse. Je vais toujours être une collectionneuse. Je l'ai été quand j'étais petite.
Puis je le suis maintenant, tu sais, Ah, adulte. c'est plus, tu collectionnes des souvenirs. Je collectionne des souvenirs Des maintenant. moments. Ouais. Wow. Niveau jaune, Ingrid. Oh yes! Tu les bases de la même façon. Et là, cette D'accord. fois-ci, tu vas m'en donner 4. OK. Et on va le faire pareil. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. OK. Jusqu'à date, ça va vraiment très bien. Très profond, Oui. j'aime ça. Ah, c'est beau. Donc, 1, 2, 3. Et la dernière. 4. Merci. Alors, quel type d'amoureuse es-tu? Où est ton repère tranquille? Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter? Quel est ton rapport à la mort? Oh là là, c'est donc bien des bonnes questions. On change de niveau. Ça en vient plus personnel. OK, attends un petit peu. Prends ton temps, c'est ton jeu. OK, mettons que mon repère tranquille, parce que j'adore Vallière qui a écrit cette chanson aussi. Mon rapport à la mort... Mais Ouais, réponds je pense deux. que ça sera ça. Parfait, vas-y avec ça. OK. Mon repère tranquille. Je vis des grands deuils en étant montréalaise depuis un petit peu plus d'une décennie. Pour moi, c'est un deuil, carrément, de faire ma vie en ville, d'élever des enfants en ville. Je pensais pas que ça allait arriver, tu sais. Autant que lorsque j'habitais en campagne, dans mon bas du fleuve natal, tout ce que je rêvais, c'était de sacrer mon camp. Très tôt. J'avais besoin La ville t'a manqué. Ben, j'avais ça? besoin de découvrir Ok. d'autres mondes. J'avais besoin de découvrir d'autres cultures. J'avais besoin de, tu sais, je sais pas, de goûter à la vie ailleurs. Tu sais, j'en rêvais, puis c'est tout ce que je voulais, tu sais. Puis quand je suis partie, j'ai adoré être déstabilisée par tout ce que j'ai vécu après, tu sais, en partant à 16-17 ans de la maison, parce qu'on part tôt, là, dans le bas du fleuve, il n'y avait pas de cégep à Cabano, tu sais. Alors, je suis partie. Mais maintenant, mon repère tranquille, c'est y retourner, tu sais. Donc, j'ai l'impression que j'ai besoin de cette part de moi que j'ai laissée dans le bas du fleuve, que je porte encore, mais que j'ai peur de perdre, tu sais. J'ai peur qu'elle s'effiloche, cette partie de moi, tu sais. La cueilleuse, celle qui, tu sais, on cueille plus ici. Puis moi, l'action de cueillir, c'est collectionner aussi. Cette part-là de moi, je l'ai pu cueillir avec mes enfants. Nommer les choses, nommer les fleurs, nommer les animaux, les pistes. Savoir que ça, c'est une piste de chevreuil. Savoir que ça, c'est la place où mon grand-père allait poser des collets. De savoir que cette maison-là, ma mère y a vécu quand elle était toute petite, puis raconter les histoires de mon bas du fleuve natal, de mes racines à moi, de ce que je suis profondément, de là d'où je viens. C'est ce qui me manque le plus. T'sais. On y retourne avec les enfants dans le bas du fleuve. Ils ont un lien très fort avec mes parents, parce que toute ma famille, ils sont encore. Je suis la seule qui est partie. Expatriée. Je suis la seule expat, là. Donc, mon repère tranquille, c'est d'y retourner. De retourner dans cet environnement-là où les ciels sont grands. Où est-ce qu'on peut se baigner jusqu'à plus d'heures dans le lac, tard le soir, l'été, où est-ce qu'on se fait des feux, où est-ce que ça sent le feu de camp quand il est 5h30 de l'après-midi, puis là, on se prépare, on va chercher des guimauves pour le soir, puis là, mon père installe les chaises autour du feu, les grands soupers de famille, les enfants qui courent partout. Ça, c'est mon repère tranquille. T'sais. C'est ce que je suis profondément. Puis j'ai l'impression que des fois, dans ce milieu-là plus urbain, où est-ce que les villes n'ont jamais accueilli mes pas avant. T'sais. J'ai pas marché dans cette ville-là. J'ai pas fait des camps dans le bois dans cette ville-là. J'ai pas... Fait que mon histoire est... J'ai pas d'arrière-grand-mère qui a appris à nager dans le lac. T'sais. Fait que j'ai l'impression que je bâtis une histoire nouvelle sur moins d'ancrage que si je le faisais chez moi. T'sais. Il y a des pour et il y a des contre. Évidemment, tu sais, je pense que mes enfants sont bien à Montréal, puis il y a cette part-là de la nature, de la forêt que j'essaie de leur transmettre, cet amour-là du vivant.
mais qui est moins évidente que moi. Tu sais, je savais Parce que toi, t'as aimé ton enfance. J'ai tellement un souvenir extraordinaire. Je suis fière de là d'où je viens. Je suis fière de ce que j'étais petite. Je suis fière d'avoir su savoir exactement quelle roche tourner pour avoir quel type de salamandre qui allait courir en dessous. Tu comprends? Je savais exactement quand était le temps des bleuets, où les cueillir, comment caler l'orignal. J'ai tiré de la carabine avec mon grand-père. J'ai posé des collets à lièvre. J'en suis fière de ça. T'as vraiment une relation intime avec la nature. Oui, c'est viscéral. Dans lequel t'étais bien, clairement. Ben oui, dans lequel je suis bien aussi. Je me rassemble. Quand je m'en vais chez moi, parce que ça va toujours être chez moi, quand je m'en vais chez moi, il y a une partie de moi qui est complète. Je suis complète. Donc, c'est mon repère tranquille. Et je dois maintenant apprendre à être complète aussi ici. T'sais. Fait que c'est à moi de la voir ailleurs, cette nature-là, cette beauté-là. C'est à moi d'aiguiser mon regard puis de le transmettre à mes enfants autrement, puis d'en parler, de raconter mon grand-père, de raconter... Tu sais, c'est ces ancrages-là qui, pour moi, me complètent. Puis j'ai peur de ne pas les transmettre assez fort à mes enfants, tu sais. C'est ça, mes petits deuils. Parce que c'est une partie de ta personnalité. Ouais. C'est pour ça, donc, pour te transmettre complètement qui tu es, ça en fait partie. Je pense, ouais, clairement, tu sais. Puis des fois, je l'efface, cette partie-là. Des fois, je la tasse parce que... Puis je l'ai tassée souvent parce que j'étais gênée de ça, tu comprends? Tu sais, la fille de la campagne. Maintenant, je pense que c'est plus... On en a parlé beaucoup, des gens proches de la forêt, de la nature. Je pense que, bon, tu sais... Mais le regard des autres en vieillissant aussi, ça me nuise. Probablement. Mais je l'ai tassée, cette fille-là, là, avant, tu sais. Mais là, j'essaie de la ramener dans mon quotidien. Puis, tu sais, on va jouer dans la terre, on va planter des fleurs. C'est pas grave, t'es sale, c'est pas grave. Ah, maman, je suis sale, mais c'est pas grave, tu sais. On se salit, c'est correct, c'est beau, c'est de la terre, sans la terre. Touche la fraîcheur de la terre, là. Nomme les arbres, tu sais. Faut que tu connaisses leur nom, faut que tu connaisses le nom des papillons, faut que tu connaisses... Parce que nommer la nature, comme disait Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est d'en prendre soin aussi, tu sais. De savoir nommer les choses, ben c'est les connaître, puis les connaître par leur nom, c'est qu'on a le goût d'en prendre soin après. Puis quand tu retournes à Cabanou, est-ce que ton chum, par exemple, te voit différemment? Est-ce qu'il voit quelqu'un de plus posé? Ou... Ça dépend, parce que, tu sais, j'idéalise tellement que quand j'arrive, des fois, je peux être... OK, je vais passer tout mon temps dans le bois, puis finalement, ça se passe pas comme ça, parce que là, on a fait 7 heures de route, les enfants sont plus capables, c'est le bordel. Puis là, tu sais, la vie va vite, puis c'est 7 petits-enfants. Fait que là, c'est le bordel, puis c'est plus trop ce que je pensais. J'arrive, je fais comme, on va-tu dans le bois? Ben là, non, mais Ingrid, on travaille, nous autres, là. Oui, mais on va y aller plus tard. Fait que ça se passe pas tout comme le romanesque. Fait que j'arrive, j'étais un peu comme... OK, pas déçue, mais j'ai tellement idéalisé pendant 6 mois. Puis là, ça arrive là, puis là, tout le monde est malade ou le bordel pogne, puis c'est pas ce que j'avais imaginé. Fait que c'est ça, l'espèce de grande romantique romanesque en moi est déçue. Fait que là, mon chum me voit déçue, puis fait comme, tu sais, vas-y, là, get over it, là, tu sais, come on, on va gérer ça, tu sais. Pas grave, là, si tu fais pas le tour de toutes les matantes. T'as pas pris un café avec tout le monde, puis tu sais, il y a ça aussi, c'est que ça vient avec la fatigue de... Je veux donc voir tout le monde, je veux donc donner le temps à tout le monde, je veux aller voir ma tante Ginette, je veux aller voir ma tante Michel, je veux aller voir... Tu sais, mais je peux pas parce qu'à la fin du 5 jours, là, je suis ses genoux, là, j'ai pas pu faire grand-chose. Puis tu sais, il y a plus tout le long, on n'a pas pu... Tu comprends? Fait que cette part-là, des fois que mon chum fait comme, OK, là, peux-tu arrêter d'avoir 6 ans et demi quand t'es ici? Peux-tu vivre ton moment qui se présente? Genre, les enfants de moi, là, c'est le bordel, là, tu sais. Moi, je suis comme, je vais aller cueillir des fleurs. Ça, tu veux tout faire en concentré. Ben oui, j'ai pas le temps, tu sais. La question, tu disais la deuxième, je vais te la poser. Ouais. Quel est ton rapport avec la mort? Parce que c'est toi qui devais la choisir. Mais c'est correct, je l'ai pris à ta place. Mais non, mais c'est bien correct. J'ai pas écouté les consignes. De toute façon, comme tu la regardais, je l'aurais choisi. OK. Quel est ton rapport à la mort? Quand j'étais plus petite, je me souviens du moment exact où j'ai compris que la mort existait. Puis c'était mon arrière-grand-mère Flavie qui venait de mourir. Puis je me souviens d'être dans le gazon assise, puis de comprendre qu'il y a une fin,
Puis j'ai décidé de courir très, très vite pendant très, très longtemps pour échapper à cette, à cette fin-là imminente. J'ai couru. J'ai fait... Ma mère a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux pas que la mort m'attrape. Puis je me suis cachée en dessous de la galerie pendant... Ça a duré une journée. Je veux pas que la mort m'attrape, maman. Je veux courir plus vite que la mort. Elle m'a dit, mais elle est partout, tu sais. Elle est comme... La naissance évoque la mort, tu sais. Fait que ça va arriver, tu sais. Puis c'est autre chose. Puis là, ma mère essaie de verbaliser tout ça, mais tu sais, c'est chargé. Quand mes enfants me posent la question, je sens quand même l'angoisse monter. Puis maintenant, j'essaie d'être vraiment en paix avec ça. Je trouve que ma mort à moi, j'essaie d'être en paix. C'est la mort des autres qui me terrorise. Tu sais, la perte de mes enfants, de mon chum, de mes parents, tu comprends-tu, de ma famille. Pour moi, c'est sûr que c'est quelque chose de difficile à concevoir. Puis j'ai eu la chance d'avoir encore les gens proches de moi avec moi, tu sais, mis à part mes grands-parents. Fait que j'ai comme un rapport très mitigé par rapport à la mort. J'ai eu l'occasion à quelques reprises, d'accompagner des gens dans la mort par la musique. Puis ça, pour moi, ça a été comme une grande révélation, tu sais. Si bien que je me suis questionnée sur, peut-être que si un jour... je faisais autre chose dans un élan de... Peut-être que j'aimerais faire musicothérapie pour accompagner des débuts et des fins de vie. Tu sais, il y a quelque chose de très, très grand, de côtoyer la mort de si près, mais de façon très douce, de l'humaniser le plus possible. C'est tellement beau, d'ailleurs. Ouais, moi, j'allais vécu avec ma mère, oui. Là, quelqu'un qui faisait de la musicothérapie, elle se promenait avec son piano roulant, là. Puis là, elle demandait, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Et là, tu sais, t'as la personne malade dans son lit, tous les gens autour, mais c'est des grands moments de communion. Oui. C'est comme une préparation, une ouverture à un autre monde. Moi, je le sentais comme une porte qui s'ouvrait, mais nous, on n'était pas encore rendus là, tu sais. Et ma mère le percevait différemment, tu sais. Puis des fois, elle s'endormait, tu sais, quand t'es semi... Oui, nous, on braillait tout autour du lit. Puis des fois, ma mère se mettait à ronfler. Mais en même temps, quand elle ronflait, on était heureux parce qu'elle disait, OK, on s'est bien endormi. La musique l'a tellement apaisée parce qu'elle ronflait plus, ça se réveillait tout le temps. Et là, c'est comme ça, OK, la musique l'a tellement apaisée, savoir qu'on est même si on braille, elle nous entend plus brailler. Bien. Mais elle est bien. Puis cette personne-là, elle était là tout le temps. Puis quand on voulait, on l'appelait. Puis elle faisait les chansons, la musique que la personne voulait entendre. J'ai trouvé ça... Ça fait du bien. La musique, ça nous connecte avec plus grand que soi. Ouais. On n'a pas besoin de mots rendus là. On a besoin d'un ressenti. Puis d'entendre la même musique en même temps, c'était drôle parce que tu voyais comment on n'avait pas tous le même rapport avec la mort. On ressentait pas tout ça de la même façon. Tu veux dire les gens autour? Les gens autour, on ressentait pas. Il y en a que c'était... tu sais, qui sont obligés de sortir parce que... C'était trop. C'est trop. T'en as d'autres qui embrassent ça. Tu sais, tu vis ça tellement, mais c'est un besoin. Ça vient chercher l'émotion qui t'habite. Puis si t'as un trop plein de peine, ben c'est bon de pleurer aussi. Là, ben oui. Et la musique vient déclencher ça. Puis je trouve que la musique, dans ces moments-là, on arrête de penser au regard des autres. Tu sais, ça nous envahit tellement qu'on n'est pas en train, je sais pas, encore brailler. Et oui, on est vulnérable parce que oui, on va perdre quelqu'un. Et ça enlève tout ça. C'est comme ce qu'on disait, on revient peut-être un peu à la pleine conscience. Ouais. C'est ça que je suis en train de vivre dans ce moment-là et ça efface tout le reste. Oui, puis ça crée un écrin. Ça fait une bulle. On est dans le même moment. On écoute la même chose au même moment. On l'interprète de façon différente, mais il y a quelque chose On est tous à la même place. Ouais, ça enveloppe, tu sais. Oui, puis là, tu réalises, OK, cette personne-là... on va y parler après. Tu vois un peu l'état émotionnel de tout le monde par rapport à ça. Et je trouve ça extraordinaire. Tu sais, surtout toi, t'es capable, tu as ce don-là de faire tu joues de la musique, tu chantes. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde là, qui peut faire ça. Et d'arriver dans ces moments-là, écoute, c'est sûr que c'est une connexion avec la vie, un moment de la vie. Oui, c'est la vie, en fait. Oui. Qui côtoie la mort. Il y a comme un grand moment de vie qui se passe, d'humanité aussi. T'sais. Je trouve ça beau de faire cohabiter ça en même temps, l'espace d'un instant,
d'être tous ensemble au seuil d'une étape à franchir, tu sais. Oui. Il y a quelque chose de tellement intime aussi, tu sais. Ah, mais... C'est plus grand que soi. Fait que si ça n'avait pas été de la musique, probablement que j'aurais jamais vécu ça. Tu sais. Je l'ai vécu avec mon grand-père où est-ce qu'on a chanté doucement jusqu'à ce qu'il s'envole, tu sais. Mais des inconnus, des gens que j'ai jamais rencontrés, mais que je vais accompagner par la musique, ça, c'est comme... Il y a quelque chose d'immense, tu sais. Donc, tu te présentes à côté d'eux, tu vas... Mais en fait, il y a des fois où je vais enregistrer quelque chose parce que je trouve que il y a une partie de moi qui ne peut pas franchir. Oui, parce que la famille est là, c'est trop important. Oui. Je ne peux pas être là, tu sais. Donc, il y a eu des fois où j'ai fait un petit vidéo, puis j'ai juste comme parlé un peu, puis après, je faisais la musique, puis la personne s'en allait. Il y a une fois où, ça, je vais m'en souvenir toute ma vie, j'avais rencontré le monsieur... j'avais écrit un texte là-dessus, ça s'appelle « Les amoureux scaphandres ». Et c'est un couple qui se sont rencontrés dans une maison de soins longue durée, dans un CHSLD, des gens qui avaient une maladie dégénérative, tu sais. Et ils sont tombés amoureux. Et ils ont vécu une idylle amoureuse extraordinaire alors qu'ils pensaient que jamais ça allait pouvoir se passer, tu sais. Et Michel est parti avant lui. Donc, Michel, elle s'est éteinte d'une maladie qui durait depuis des années, tu sais. Et Jacques a décidé d'aller la rejoindre. Mais il y avait des billets pour aller voir mon show. Mais il ne pouvait pas se déplacer. Puis moi, ils m'ont dit « il voudrait aller voir ton show, mais il n'y a pas de transport adapté. » Je fais comme « Hey, c'est pas vrai qu'il ne viendra pas voir mon show. Je vais aller le voir, on va faire de la musique. » Fait que je débarqué avec mon piano dans le CHSLD. Puis il dit « Mais je suis trop gênée pour avoir le spectacle juste à moi, fait que je veux en faire profiter tout le monde. » Fait que je me suis installée dans la grande salle. Puis là, il y avait plein de madames, plein de messieurs. Il y en a qui dormaient, il y en a qui dansaient, il y en a qui... J'ai fait plein de tunes pendant 1h30, je sais pas. Puis après ça, j'allais passer un petit moment avec lui. Ça a été comme l'être le plus lumineux que j'ai rencontré de ma vie, tu sais. Chloé a un lit depuis tellement longtemps. Je ne sais plus exactement c'était quoi sa maladie, mais c'était comme... Il ne pouvait plus bouger, il était prisonnier de son corps. Un beau monsieur avec des yeux bleus comme j'en ai rarement vu. Et après cette rencontre-là, j'ai pris le bus, puis je suis remontée à Montréal. Puis sur la route, j'ai écrit « Les amoureux scaphandres », la chanson. Incroyable. Que je me suis dépêchée à l'enregistrer chez un ami qui avait un studio pour qu'il puisse l'entendre le mercredi. On est le dimanche. Il s'envole le mercredi et il prend l'aide médicale à Montréal. Fait que le lundi, j'arrive le dimanche. Le lundi, j'enregistre la toune. Je l'envoie. Puis il est parti sur la chanson que j'ai écrite pour lui et son amoureuse. Puis il est allé la rejoindre, tu sais. Ça, pour moi, c'est une des belles rencontres que j'ai faites dans ma vie, que je porte encore tellement dans moi, ces amoureux-là scaphandres, et ce privilège-là que j'ai eu de les accompagner dans une étape de vie immense, tu sais. C'est un cadeau qu'ils m'ont fait qui n'a pas de bon sens. Fait que pour moi, la mort, j'essaie de l'humaniser, j'essaie de la rendre plus douce, puis de pas trop appréhender la mienne et celle de mes proches. J'essaie d'être le plus zen possible là-dedans. Tu sais. Magnifique ce que tu viens de raconter. Vraiment, bon, c'est beau. On dirait que je voyais la scène. J'ai encore la scène très clairement dans mes souvenirs. Tu sais. Ah, mais c'est Ficelle qui aimait. Fait que t'imagines, j'ai joué Ficelle. Je pense qu'il me l'a demandé 3 fois. OK, une autre fois. Puis je jouais la même tune en boucle. Les gens, ils l'aimaient. C'est correct. Fait que je jouais Ficelle sur mon petit piano électrique dans le milieu de la salle. Tu sais. Ah, mon Dieu. Quel beau métier. Voyons donc, on vit ça. C'est comme de l'eau, ça coule partout. Ça rentre partout, tu sais. Ça rentre comme dans la personne, tu sais, ça... Tu les... C'est comme si, pas qu'on les envahit, mais il y a quelque chose qui les possède de l'autre. Tu sais, c'est beau, la musique, là. C'est un don. Tu sais, tu donnes ça, mais l'autre qui le reçoit, il en fait ce qu'il veut à quelque part. C'est un échange. C'est tellement beau, là, la limpidité, là, ce que ça apporte. Mais dans les maisons de soins palliatifs, je serais curieuse de voir, tu sais, les bienfaits que la musicothérapie apporte. C'est sûr que ça... Mais oui, tellement. C'est comme un moment de vie où on a besoin, je trouve, en tout cas, de catalyseurs d'émotions. Tu sais, quelque chose qui
qui ramène les émotions, qui nous les ramène à la bonne place. Puis la musique reste vraiment, tu sais, c'est documenté, là, tu sais, les gens atteints d'Alzheimer, la musique reste jusqu'à la toute fin, tu sais. Donc, les gens ont perdu la faculté du langage, mais vont chanter une chanson complète, tu sais. Ça, c'est extraordinaire. Fait que t'imagines l'émotion, puis tout ça, c'est encore là, tu sais. Il faut ressasser, il faut les provoquer, ces émotions-là. Que l'aide médicale à mourir, la personne qui décide doit penser rapidement à quelle musique, sur quelle musique je vais partir. Ah, j'espère tellement que les gens ont ce réflexe-là. J'ai souvent entendu ça. Je sais pas, tu sais, dans les statistiques, ce serait quoi, mais souvent, ça est parti sur telle musique, tu sais. Quand on a su que quand les premières notes, ça allait, les injections allaient commencer. Tu sais, on dirait que ça fait partie du comme genre de décorum qu'on décide. Parce qu'on le fait de plus en plus pour les naissances. Tu sais, j'ai accouché sur cette. Moi, c'est ma playlist d'accouchement. Tu sais, mais alors, il faudrait qu'on aille aussi. Est-ce que tu aurais une toune de mort, toi? Ah, je pense pas à ça. Je peux pas. On dirait que j'ai pas cette. J'aurais plutôt tendance à faire comme choisissez la toune qui vous ferait du bien, gang, là, tu sais. Je vais pas choisir ma toune. Ah, tu veux dire. Mais tu sais, admettons, tu sais, moi, je pense que ce serait l'Ave Maria de Caccini. Qui n'a pas beaucoup de paroles, qui est plus en son qui arrive beau son rond de poitrine, là, comme de vibration. Là, je pense que je retournerais à mes amours de chant grégorien. Moi, j'ai commencé par la musique comme ça, tu sais. C'est pas pour le côté ecclésiastique de ça, religieux, mais vraiment pour le côté... je m'y réfère encore là, à cette espèce d'intériorité, cette spiritualité. C'est plus fort que quelque chose de religieux. C'est vraiment comme... Puis moi, j'ai commencé à chanter comme ça, en chantant des chants latins d'église, tu sais. Puis quand je suis nerveuse, quand je vis des moments difficiles, c'est ce que je fais. Avant de rentrer sur scène, je chante un chant latin, un chant grégorien. Puis je pense que c'est ce que je ferais si j'étais très malade puis que j'allais mourir, j'écouterais un chant latin. Oui. Ça ramène. Ouais. Hein, ça te ressemble, tu le fais. Ouais. Niveau rouge, Ingrid. Okay. Quelle belle conversation. Alors, t'en as. Alors, t'en choisis 3. J'en choisis 3. Puis, tu vas juste répondre à une. Ah, c'est ça. Puis c'est toi qui choisis. Oui, exact. Alors. Non, c'est toi qui vas la choisir. J'en choisis plus maintenant. J'écoute pas bien les consignes. Non, mais je n'ai même pas le temps de te les dire. Laisse-moi. Ingrid, elle écoute rien. Mais non. Quelle est ta plus grande source d'insécurité? Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? À quel moment as-tu dû te tenir debout? Oh. Ma source d'insécurité, je pense que je pourrais répondre à ça. Oui, vas-y. J'en ai beaucoup. Je pense que j'ai peur de... J'ai toujours eu peur de déplaire. J'ai eu peur de ne pas correspondre aux idéaux des gens. De ne pas rencontrer les attentes. Ça, c'est une de mes plus grandes insécurités sur lesquelles je travaille très fort. C'est que j'ai toujours voulu être parfaite. Et puis, ça me rend très insécure parce que c'est impossible. Donc, physiquement, ça aussi, je ne suis pas quelqu'un qui va s'aimer facilement. Ça aussi, je travaille très fort là-dessus. Je pense que ça pourrait être ça. En général, c'est de déplaire, puis de pas correspondre aux attentes de tout le monde. Et qu'est-ce qui arrive si tu ne corresponds pas aux attentes de tout le monde? C'est une excellente question, tu sais. Je pense que c'est moi qui me déçois moi-même, mais je déçois rarement à outre mesure tout le monde, tu sais. C'est moi qui est déçue au final. Ça, parce que comment tu fais pour savoir que l'autre... J'appréhende. Puis ça, tu vois, c'est comme c'est un trait toxique que j'ai envers moi-même, c'est que je fais parler les gens dans ma tête. Des fois, puis là, je me regarde faire. Ma psy est-ce que tu entends ce que tu es en train de te dire, là? Elle me dit ça. Là, tu es en train de te dire ça. Fait que redis-le dans ta tête pour vrai. Là, tu es en train de penser que cette personne-là est en train de dire ça de toi parce que pour plein de raisons. C'est super toxique. Fait que toi, tu vas t'ajuster dans ta tête à quelqu'un que tu penses qu'elle va dire ça de toi. Fait que là, tu vas... mais là, peut-être qu'elle est en train de penser ça. Tu sais, je le fais de moins en moins. Je pense que c'est quelque chose que j'ai... Mais ça vient de loin, ça. Mais ça vient de loin, tu sais. L'espèce de
de quête de perfection. Puis c'est pas un trip d'ego, là. C'est-à-dire que je trouve que dans la quête de la perfection, il y a une grande part d'ego dans cette... Mais ça vient beaucoup avec l'insécurité. La quête de la perfection, ben voilà. C'est l'insécurité. C'est qu'on se conforte dans quelque chose qui sera parfait aux yeux des autres, donc on devient inattaquable. Donc, on est sécure parce qu'il n'y a plus de doute. Tu sais, mais cette zone-là, elle n'existe pas. Ben, elle est inatteignable. Puis c'est quoi la perfection? T'sais, ta perfection n'est pas la perfection de quelqu'un d'autre. T'sais. Exactement. Tu peux dire aujourd'hui c'était parfait par rapport à hier, mais pour l'autre, il ne sait pas. Je veux dire, on n'a pas les mêmes comparaisons. Exact. On n'a pas le même background, le même bagage, le même le regard qu'on pose sur les choses. Fait que ça devient tellement intangible et juste de l'énergie complètement perdue. Puis est-ce qu'avec ton chum, t'es capable de le dire, ça? Tu sais, quand tu te sens comme ça, de nommer avec lui tes inconforts par rapport à ça? Par rapport à moi-même, oui. C'est quand Puis je nomme beaucoup ce que j'attends de lui. C'est-à-dire que j'attends plus de recevoir les mots que j'ai envie d'entendre. Je dis là, en ce moment, je me sens comme ça. Voici ce que tu dois me répondre. Puis là, il fait. Maintenant, il n'y a plus de... J'attends plus le... Parce que tu sais que c'est pas de la mauvaise foi de sa part. C'est sa façon de communiquer qui est différente. On est complètement à l'opposé, mon chum et moi. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on est ensemble depuis 13 ans. Puis que je me vois passer ma vie avec lui. Tu sais, c'est qu'on voit les choses de façon complètement différente. On est deux personnes très différentes qui se rejoignent sur bien des points, évidemment, mais on est vraiment le contraire, tu sais. Fait que... Puis c'est parfait parce qu'il me ramène un peu, tu sais. Il me ramène à être plus terre à terre, plus ancré. C'est un point d'ancrage, tu sais. C'est un point de... Il est plus, tu sais, très catégorique sur certaines choses. Puis, tu sais, moi, je te dis que les gens partent toujours à plus 10. Avant, c'était plus 100. Maintenant, c'est à plus 10. Puis mon chum, c'est plus à moins 10. Fait qu'on se rejoint au 0. Fait qu'ensemble, je suis comme, ben non, là, tu sais, est-ce que tu as envisagé ça, faut pas que tu penses, tu sais. Fait qu'on on est vraiment comme on s'équilibre. Vous avez fait chacun votre bout de chemin aussi, j'imagine. On le fait encore, tu sais, on est plein d'ajustements. Ben oui, il y a plein d'ajustements. Votre univers familial de couple à vous. Oui. Puis pour moi, c'est jamais fini, là. C'est-à-dire que c'est ce que je trouve beau dans une relation de couple. Je pense que c'est ce dont j'ai besoin aussi, c'est de... Tu sais, je pense que s'aimer, c'est s'apprendre longtemps. C'est comme ça que je vois une relation de couple, tu sais. Fait que ce que j'aime, c'est que j'ai pas le sentiment de connaître par cœur encore mon chum et vice-versa. Pas parce qu'on se cache des affaires, parce que la complexité de quelqu'un qui est toujours en mouvance aussi, tu sais, tu changes. Donc, j'ai l'impression, j'ai envie d'aspirer à ce qu'on se connaisse mieux, mais il y aura jamais d'aboutissement parce que j'ai besoin de ce désir-là. J'ai besoin d'avoir une part de manque à désirer pour garder ça toujours vivant. Fait que dans notre situation de couple, c'est un peu comme ça. Mais par contre, je nomme mes attentes très clairement. Donc, dans mes insécurités, je lui dis, tu sais. Puis lui, ça y convient, mais je pense que ça peut donner des outils, ce que tu viens de dire, à des gens qui sont toujours en attente d'eux et toujours déçus que ça ne vienne pas. T'es toujours dans la déception. C'est pas le fun, là. Puis j'étais comme, mais attends, là, j'ai pas toujours été comme ça, là. Tu sais, avant, c'était tough, là. Tu sais, j'attendais. Puis j'étais un peu, tu sais... Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il m'entend? Tu vas-tu me le dire que tu me trouves belle aujourd'hui, tu sais, ou tu comprends? Là, maintenant, je le dis, tu sais. Non, c'est pas ça que tu dois me dire. Tu dois me dire, « Wow, t'es tellement belle, mon amour, tu sais. » Puis là, il va me le dire. Puis ça va faire l'effet... pas escompté, évidemment, mais au moins, il sait. Fait que la prochaine fois, il fait l'effort, tu sais. Tu le pratiques. Ah, ben oui. Tu lui fais faire des exercices concrets. Je lui ai dit, exactement. Ah, mais moi, j'adore ça. Ben, je pense que c'est important. Puis on tourne un peu au, tu sais, la drôlerie, tu sais, puis on déconne un peu avec ça parce que je pense que c'est important de pas être trop sérieux tout le temps, tu sais, mais... Puis lui, il tourne toujours ça un peu à la niaiserie. Fait que dans mes insécurités, il va sûrement... Il va me dire quelque chose un peu drôle, un peu niaiseuse. Comme ça, je vais faire comme... T'as bien raison que... Mais toi, si on te fait un commentaire, là... Ouais. Est-ce que ça vient encore te chercher profondément, par exemple? Ça dépend sur quoi, tu sais. Parce que, en fait, il n'y a rien que quelqu'un peut me dire que je me suis pas déjà dit moi-même de façon exponentielle, difficile et violente, tu sais. Il n'y a rien. Fait que les commentaires des gens ça peut me faire de la peine. T'es plus dur
envers toi-même que n'importe qui d'autre. Que n'importe qui d'autre. J'ai pu tout ce que tu penses que les gens pourraient me dire, je me l'ai dit 100 fois pire. Fait que ça me dérange pas tant si quelqu'un me dit quelque chose de méchant. Ce qui va me déranger, c'est que si mes parents, si ma famille, si mon chum, si mes enfants, si ma gérante, si mon équipe lit ou constate un commentaire négatif à mon égard, pour moi, ça, c'est difficile. Je pourrais pas assumer que mes parents lisent quelque chose de méchant sur moi, sur mon chum. Je pourrais pas. C'est ça qui me brise. Donc, c'est pas mon rapport. Tu peux pas me faire mal, mais touche pas à ma famille. Fait que si tu fais de la peine à ma famille parce qu'ils pensent que je suis atteinte, c'est ça qui me dérange. Je comprends. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, ton langage intérieur, c'est quand même adouci avec la thérapie, avec tout le travail que tu fais présentement? Beaucoup. Puis je les vois venir les périodes où je suis plus dure envers moi. Je les nomme, puis je les vois, puis je fais comme, OK, là, tu penses ça en ce moment parce que voici pourquoi. T'sais, je sors ça de moi. C'est que j'arrête de m'approprier tout. Mais ça doit changer quelque chose en toi. Ça change tout. Au niveau de l'énergie aussi. Ça change tout. Ça change. Puis j'ai beaucoup plus d'énergie, justement, parce que j'en passe moins à m'haïr. T'sais. Quelle énergie perdue. On construit rien quand on s'haït. Puis, tu sais, il y a des moments plus tough. Puis, là, je parle pour moi parce que, tu sais, je peux pas... Les gens, tu sais, avec d'autres vies, peuvent me dire, hey, là, tu sais, c'est facile, là, tu sais, de dire ça quand t'as des enfants en santé, puis quand t'as un chum, puis, tu sais, je veux dire... Mais en même temps, à chacun ses souffrances, à chacun ses défis. Les discours intérieurs, là, ça n'a aucun rapport avec l'externe. Les discours intérieurs, on peut pas deviner qu'est-ce que la personne pense. Des fois, on peut voir comme une colère. On peut voir qu'il y a des gens qu'on dirait qu'ils sont jamais bien, que c'est comme si le bonheur était inatteignable. C'est comme si la joie intérieure était éteinte. Ouais. Parce qu'il y a un discours... Mais on ne pourra pas nécessairement le voir de l'extérieur, mais c'est parce qu'il y a un discours envahissant à l'intérieur. Ben oui. Et c'est là, il faut que la personne s'aide à quelque part, tu sais, parce que c'est difficile. Tu sais, Sonia Lupien, qui est spécialiste du stress, je le dis souvent ça au podcast, mais cette phrase-là est marquante. Tu sais, elle disait, le stress, c'est le mammouth qui est à l'extérieur. Tu sais, le stress, c'est un mammouth, il est devant toi. Oui. Puis là, ben, tu sais, est-ce que tu vas figer, est-ce que tu vas fuir ou est-ce que tu vas foncer? Tu sais, on le sait pas tant qu'on l'a pas vécu, comment on va faire, mais le stress va nous faire réagir. Oui. L'anxiété, c'est un mammouth à l'intérieur de soi. Donc, personne ne le voit. Donc, c'est difficile de deviner, de comprendre l'anxiété. Qu'est-ce qui va être un déclencheur d'anxiété? Parce que le mammouth est à l'intérieur. Donc, si la personne ne le manifeste pas, ne le dit pas, là, il faut aller voir dans le petit, dans les gestes, et de trouver est-ce que la personne, est-ce que le petit hamster à l'intérieur, tu sais, lui, il est parti, là, mais le petit hamster, on le voit pas rouler, là. Non. Tu comprends? Alors, tu sais, pour les gens de l'extérieur, c'est pour ça qu'aller demander de l'aide... Ça fait que là, tout d'un coup, c'est comme si tu ouvrais la porte à ça. Tu dirais, voici ce qui se passe à l'intérieur. Moi, il y a beaucoup d'idées noires, beaucoup d'idées complexes. Je ne sais pas si tu connais Serge Marquis, qui a écrit Pansouflard, là, j'ai un blanc de mémoire, qui a écrit sur le hamster. OK. Ça va me revenir le nom. Là, pourtant, je l'ai dit tellement de fois parce que Serge Marquis, c'est un médecin en médecine communautaire et il s'est vraiment intéressé à l'anxiété. Et c'est vraiment incroyable tout ce qu'il a écrit. Nous, il fait vraiment partie du Marc Club. On l'a reçu souvent parce qu'il vient aider tout le monde. Mais tu sais, ce discours intérieur-là, ça a un lien avec l'ego quand même. Oui, mais forcément. Ben oui. Tu comprends? Fait que c'est un ego qui est mal nourri. C'est un ego qu'on malmène aussi. C'est un ego qu'on amène sur un chemin qui n'est pas nécessairement le chemin qu'il devrait suivre. Et c'est un combat entre son discours intérieur et l'ego. Et il faudrait que tu lises Pansouillard, le hamster. C'est une porte d'entrée dans l'univers de Serge Marquis qui fait des conférences à travers le monde. Je vais aller voir ça. C'est vraiment intéressant parce que ce que tu dis, là, il y a beaucoup de gens, mais il y a peu de gens qui le nomment comme toi, qui osent le dire, tu comprends? Oui. Ce discours-là intérieur qui va tellement être source de... Ben ça part de là, hein. Tu sais, pour moi, si j'ai un bon discours intérieur, puis on dirait que tout le reste je vais m'aimer. Je vais aimer mieux les autres, je vais aimer mieux mon travail, je vais écrire mieux, tu comprends? Tu es un saboteur. Je suis une saboteuse. Ah ben oui. Mais c'est oui. ça, le hamster, là, c'est un saboteur. Oui, exact.
Parce que tu sais comment tu peux avoir accès, mais ça vient saboter la perception de ce que tu as, tu sais. Puis il y a une partie aussi, puis je reprends aussi l'imagerie de ma psychologue qui dit, tu sais, cette fille-là qui parle dans ma tête, cette voix-là, c'est quand elle me dit des choses moins belles, tu sais. Elle m'a demandé, elle ressemblait à quoi? Puis la voix ressemblait à quoi? Puis c'était une voix très, tu sais, saccadée, qui parle fort, qui prend sa place. Puis elle m'a dit, tu sais, cette voix-là, cette fille-là, t'en as besoin des fois. C'est-à-dire que quand je suis frondeuse, quand je commence un nouveau projet, quand je me pitch dans quelque chose, quand il y a quelque chose qui se passe puis j'ai besoin d'être ça, c'est cette voix-là qui va driver la Ingrid, tu comprends? Fait elle te parle de façon violente dans ta tête en ce moment, mais il y a des fois où elle est utile parce qu'elle va faire en sorte que tu vas rentrer dans quelque chose puis que tu vas... Fait qu'il faut pas que tu la taises. Faut pas que tu la taises, cette voix-là. Elle est nécessaire aussi dans d'autres circonstances. Faut gérer nos voix. Faut gérer nos voix, les calibrer. Exactement. Puis de les voir de façon comme ça, puis de les voir, de les visualiser, ça m'aide aussi. Ah, là, je sais, là, c'est cette voix-là qui parle le matin, là. J'ai pas vraiment besoin de toi. Là, j'ai besoin juste de l'autre, plus douce, parce que ça se passe bien. J'ai pas besoin de toi. Fait que je la tasse, tu sais. Mais le fait de les voir puis de les nommer, ça a l'air weird comme ça, mais j'en ai besoin. Mais ça marche. Si ça sort de moi, tu sais. Ça marche. Ça marche. Vraiment, j'aime ça. J'aime entendre parler de ça, mais moi, j'ai vraiment fait beaucoup d'émissions sur ce genre de discours intérieur qui se voit pas parce qu'il y en a qui vivent avec toute leur vie comme ça. Oui. Il y en a qui s'isolent à cause de ça parce que c'est difficile de rentrer en relation. Mais si je peux imaginer. Parce que comment tu es authentique avec l'autre quand tu as déjà comme un combat intérieur? À qui tu parles? À qui l'autre s'adresse? Tu comprends? C'est pas si évident pour l'autre non plus. Non. De clairement. s'adapter. Ben oui. Si même toi, à l'intérieur, tu trouves ça difficile. Ben oui. Tu sais, j'imagine que ça a simplifié ta vie, ce que tu es en train de faire. Mais je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus posée, beaucoup plus capable d'aimer plus fort encore, tu sais. C'est vraiment ça. Moi et les autres. Tu as plus de place. Oui, je me donne plus de place. Niveau Eros et compagnie, OK. tu vas m'en donner 4, s'il te plaît. Puis là, tu réponds à juste une question de ce niveau-là. 4? Ben, je t'en donne 4. T'en as 4, c'est ça? T'en Je t'en donne as... 4. voilà. Ah non, c'est correct. On garde ça là. Je garde ça. Parfait. Alors, quelle place accordes-tu à l'intimité émotionnelle? Comment a évolué ta vie intime au fil du temps? Quel est ton rapport avec la nudité? Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? Donc, seulement une question à ce niveau-là. C'est toutes des très bonnes questions. On dirait que ça m'intéresse, le rapport avec la nudité. Nudité et sensualité. Oui. Ouais, ça m'intéresse parce que je me questionne beaucoup là-dessus. J'ai toujours été quelqu'un de très, très, très pudique. J'ai toujours eu une réserve, tu sais, très jeune. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu plaire, mais j'ai toujours eu peur de plaire aussi. Fait que quand ça arrivait, d'un regard extérieur, homme ou femme, peu importe, mais après ça, si ça s'avérait, ah ben là, j'étais plus bien. T'sais. Fait que ça passait pas nécessairement par la nudité, mais ça passe par la sensualité, ça passe par... Tu veux plaire, mais tu veux pas sentir la réaction? J'avais peur du regard... peut-être parce que j'ai... Un regard à caractère plus sexuel? Ouais, comme un désir. Ouais, c'est ça. Quand j'étais plus jeune, je voulais ça. Puis quand ça arrivait, j'étais comme, oh, finalement, je sais pas, ça me tente pas. Finalement, puis tu sais, j'étais comme, je laissais faire, tu sais, j'étais comme, j'allais ailleurs. Tu sais, j'avais eu ce que je voulais, dans le sens que je voulais être vue, désirée. Puis là, OK, c'est correct, ça marchait bien. Fait que ça, j'ai eu ce rapport-là. Avec la nudité, c'est que ma pudeur aussi est un peu... je sais pas, j'ai toujours eu peur d'incarner sensualité. Je suis pas quelqu'un qui est capable d'être sexy tant que ça. On dirait que Tu l'assumes pas. Je l'assume pas ou on me... Ben, en fait, socialement. Mais je suis très bien dans mon corps. C'est drôle, moi, j'ai tout le temps perçu comme quelqu'un de sensuel. Ah, c'est drôle, ça. Complètement. Parce que tu as comme une lenteur dans ta musique. Tu sais, quand tu t'installes, pas une lenteur, mais tu le fais à ta façon. T'as ton rythme à toi. Ouais. Et je pense pas que tu le saccades pour me plaire
Tu sais, quand je te vois, tu comprends? Oui. Dans ta musique aussi, quand on l'écoute, tu t'installes. Moi, j'appelle ça installer une ambiance. Pour moi, il y a quelque chose de sensuel dans on installe une ambiance. Tu as ton style vestimentaire aussi. On te reconnaît dans... C'est drôle, là. Moi, je vois ça tout en sensualité. Ah, c'est donc bien le fun. Mais ça me fait du bien que tu me dis ça. Parce qu'on m'a tellement affublé. On m'a souvent dit, ah, tu sais, t'es un peu gamine, un peu, tu sais, douce... frêle et délicate. C'est plus ça que les gens... Ah, moi, je sens sensuelle et féminine. Ah, mais moi, Dieu, c'est comme ça que je te décrirais. Sensuelle. Ça me fait du bien que tu me dises ça. Ah, mais moi, je trouve absolument que ta musique est sensuelle. Là. Puis on dirait que tu n'as pas peur d'aller dans cette espèce de lenteur, tu sais, qui nous amène à être un peu suave. Là, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, c'est drôle. Tu sais, tu vas dans des zones. Puis moi, comme femme, quand je t'écoute, je me sens encore plus femme. Ah, oui. Il y a un rythme, mais moi, que ta musique, en plus, il y a souvent des moments comme aériens. On a l'impression qu'on n'a plus de racines, tu sais, qu'on se déracine. Ouais. Puis là, mais je trouve que quand on se déracine, quand on a envie de s'envoler, il y a quelque chose aussi, on récupère son corps, la sensualité. Pour moi, c'est tout ça, tu sais. Moi, ce qui m'enlève ma sensualité, c'est quand je me sens rattachée, puis j'ai une charge mentale, puis on dirait là, que je suis plus une guerrière. Alors que je trouve que t'as un univers qui est enveloppant. Et pour moi, ça vient avec ça. Ah, c'est beau ce que tu dis. Ça me fait donc bien du bien. Parce qu'on dirait que j'ai pas le sentiment que c'est le premier... tu sais, c'est le premier mot qu'on colle à mon nom, tu sais. Parce que... Puis aussi, comment je me perçois, c'est-à-dire que moi, je suis obnubilée par les femmes qui sont sexy sans le savoir. Puis, tu sais, il y a ça aussi, là. C'est pas sexy pour plaire. Elles incarnent une sensualité... pas pour l'œil de l'autre, pour elles-mêmes. T'sais. Elles sont belles, elles sont libres, elles coupent une pomme, puis elles trouvent le moyen d'être sexy, ces femmes-là. Elles sont... Je trouve ça tellement beau, ces filles libres, sensuelles, qui habitent tout ça. Pour moi, ça m'inspire. Je me dis tout le temps, je suis tellement pas ça. J'ai l'impression de... Je suis plus mais t'as pas peu candide, un peu naïve. Mais t'as pas l'impression, quand... Tu sais, tantôt, tu l'as dit, t'es sur scène seule. Ouais. Tu te laisses aller. Je m'en rends pas compte, tu vois, ça, t'as raison. C'est un geste de sensualité, là. T'as raison. Tu sais, ce que tu dis, la femme qui coupe sa pomme parce que, bon, puis qui la sent libre, mais moi, de dire, je fais face seule à mon public, je viens chercher ce qu'ils ont à me donner, je leur en donne, tu sais, on est en train de communiquer, là, puis tu laisses aller, tu sais. Pour moi, ça, c'est vraiment le summum de la... C'est drôle, le pas avoir peur de l'autre. Oui. Laisser l'autre venir à soi, là. Pour moi, c'est tellement ça, la sensualité. C'est peut-être une fausse description, mais moi, j'ai tout le temps vu ça comme ça. Pour moi, les gens sensuels, ils n'ont pas peur des autres. Que ce soit des hommes, des femmes, ils sont à l'aise dans leur corps, sont à l'aise avec eux. Puis la bulle est moins grande, tu sais, c'est... Je pense que c'est dans une... Puis je pense que ça fait vraiment écho, puis je me retrouve dans ce que tu racontes, mais je pense que c'est dans le désir de... Dans la séduction, dans cette game-là, dans cette... Mais séduction, est-ce que tu parles de, par exemple, à séduire un public? Tu sais, non, c'est Ginette ça. Renaud, elle disait que, tu sais, sa chanson, là, « Je vous ai fait l'amour de mon mieux », là, tu sais, c'était cette espèce de séduction qu'elle a, l'échange avec le public. Ouais. Parce que là, quand tu parles un à un, c'est autre chose. Ouais, t'as raison. T'as tellement raison. Tu vois, c'est pas un concept que j'ai... sur lequel je me suis vraiment... penchée, parce que ce que tu me dis, c'est... on dirait que je vois un autre pan de la sensualité. T'sais, je l'avais pas vu comme ça. Puis ça me fait du bien parce que ça me fait peut-être considérer que finalement, moi qui pensais que j'avais vraiment pas l'air de ça, ben peut-être que dans les yeux de quelqu'un d'autre, dans les tiens, peut-être que ça peut signifier moi, ça. Moi, c'est presque un trait de caractère. C'est un trait de caractère être sensuel. Tu comprends? C'est pas un choix. C'est pas dire aujourd'hui, je vais être sensuelle. Oh non! Tu comprends? C'est pas délibéré. Là. C'est ça. C'est pour ça que moi, je te retrouve sensitive. Tu sais, sensuelle vient de sens, de sensitive, de ressentir, de laisser la place à l'autre. Tu sais. Ouais. Tu sais, c'est parce qu'il y a comme une mouvance dans la... En tout cas, on est en train de faire une thèse sur la sensualité. C'est beau, là, c'est tellement beau, tu sais. Puis je pense que sensuel dans le rapport humain, comme tu l'amènes, tu sais, je pense que ça, je l'ai toujours eu probablement. Je l'ai en dedans de moi. Puis je pense que c'est plus mon rapport avec les garçons, très jeune. Je pense que oui, puis je pense que j'ai été déçue très longtemps
par les garçons quand j'étais plus jeune. Puis, Est-ce que tu te sentais rejetée par les garçons? Non, c'est ça. Non, parce que j'ai toujours j'ai juste été avec les garçons dans une gang de gars. Moi, j'étais one of the boys, tu sais. J'étais vraiment amie avec les gars, tu sais. Puis je tombais amoureuse rapidement, souvent. Je suis une amoureuse, fait que j'ai toujours aimé être en amour, des histoires qui n'ont pas de bon sens, tomber en amour avec un gars l'autre bout du monde, puis on s'écrit. Tu sais, je suis une romantique, j'ai toujours été comme ça, une intense. Mais tu sais, je pense que ne sachant pas toujours mettre des limites claires, j'ai souvent été déçue. Tu sais, la Ingrid d'avant qui était moins... qui voulait donc plaire, a outrepassé des limites que plus personne dépasserait maintenant, tu comprends? Fait que mon rapport avec la sensualité, puis je l'écris dans Reine, tu sais, qu'est-ce que je dis? Je dis, en fait, on brille à nos risques et périls, les femmes. C'est que si tu décides de briller, puis ben, des fois, on se fait ramasser, puis ça, j'en ai toujours eu peur. Puis ça devrait pas exister, là, ce que je viens de dire, tu sais, mais souvent, ça existe encore. Puis je pense que le jugement des autres. J'ai eu peur d'exposer une sensualité pour que ça soit une licence pour faire abuser ou pour outrepasser des limites. T'sais. Fait que c'est cette sensualité-là, ce côté-là sexy que j'ai souvent trouvé que c'était à craindre pour me protéger en tant que femme dans cette société-là. Après ça, ben mon rapport humain avec les autres, t'as raison, mon rapport, j'ai besoin des autres, j'aime ça, être proche des autres, je laisse les autres entrer dans mon univers, puis il y a un échange, puis je pense que oui, effectivement, c'est sensuel. Après ça, ben il y a mon univers à moi, mon intimité avec mon chum, ça, je me sens complètement libre, tu sais, je me sens libre, je peux être la fille complètement, tu sais, je peux être moi-même, tu sais, mais il y a la part sociale qui fait en sorte que la femme en moi a besoin de se protéger, puis quand j'étais plus jeune, ça passait par pas trop dévoiler physiquement, ce qui est très triste. Puis tu vois, maintenant, je m'en fous un peu plus. C'est-à-dire que je me donne le droit de mettre ce que je veux, puis je me sens bien dans mon corps, puis je me sens belle. Puis j'ai le goût de dire, hey, tu sais, je vais mettre ce que je veux, puis personne va me faire reculer à 40 ans, tu comprends? T'sais? Mais se sentir belle... Ouais. C'est un état incroyable en même temps. Tu sais, quand. Puis je parle pas dans le regard de l'autre. Non, pas du tout. Dans son regard, à soi, dans son corps. Quel beau cadeau, c'est. Des fois, il y a un vêtement qu'on n'a jamais mis le jour, on le met. Mon Dieu, que je suis capable de le porter aujourd'hui. Ah, ça fait du bien, ça. Moi, je me pose bien des questions. Des fois, tu sais, je vais rencontrer des gens, surtout quand je rencontre des groupes. Bon, comment je vais me sentir bien, que je vais pas penser à comment je t'habille, je vais juste penser à être. Ouais. Tu sais, c'est tellement... Puis tu sais, en plus, si tu te sens belle, là, hey, là, wow, il y a invincible. Tout se passe. Ben oui, ça paraît dans ton pas. Ça paraît dans tout ce que tu dégages. Puis les gens, ils le ressentent tout de suite. Tellement. Ça fait du bien de se sentir comme ça. Mais il faut se donner le droit, tu sais. Mais il faut se donner le droit aussi que des journées, tu te sens pas bien non plus. Hey, tu sais, on n'est pas obligé d'être à la quête de toutes ces journées-là, mais la journée que tu te sens de même, vas-y à fond, tu sais. Oui, puis célèbre-toi. Puis quand on se sent bien, moi, je trouve qu'on devient des leaders pour les autres. Quand tu vois justement une femme qui se sent bien, puis il y a comme un côté sensuel, mais sexy aussi. Hey, elle a osé ça, elle. Puis là, finalement, des fois, ça va dire, mais pourquoi pas moi? Je trouve qu'on devient une influence. Moi, l'année passée, j'ai fait une campagne pour lingerie Emma. J'étais avec, entre autres, c'est Emma Dunn qu'elle s'appelle, mais il y avait Saskia Tuo, Kim Richardson qui était avec nous, Loulou Hughes, Tayo qui est une mannequin. On était des femmes très différentes, puis on a fait une campagne en sous-vêtements. Moi, je suis pudique à côté. Oui, là. c'est ça, oui. Mais les témoignages qu'on a eu des gens, Ingrid, là, des femmes, là, il y en a tellement qui ont braillé, là, mais tellement, même des amis très près de moi, dans un souper, qui disaient, tu sais, ce que t'as fait, puis ils se mettaient à brailler. Mais j'étais, mais pourquoi? J'en reviens pas. J'ai jamais osé mettre un bikini. J'ai jamais... Parce que je sais pas ce que les autres allaient penser. Et là, ça m'a ouvert. Comme si j'avais tassé des rideaux, puis je voyais des choses que j'avais jamais pensées chez plein de gens que je connaissais. Ça, sans compter les milliers d'autres témoignages de femmes qui nous ont écrit. Fait qu'il y a quelque chose dans l'exemple qui est libérateur pour les autres. Tellement. Donc, quand on sent qu'on doit être d'une façon, je pense qu'il faut pas le faire en fonction du regard des autres. Ça a-tu ouvert une porte en toi? Ah, complètement. Oui, il y a quelque chose qui s'est
je sais pas, qui est assumé. Je pense que ça me manquait. Parce que je suis quelqu'un de très assumé dans la vie, mais très pudique aussi. Et je trouve que ça a comme libéré le côté pudique de dire on s'en fout. Tu comprends? Il y a quelque chose. Moi, je porte rien de décolleté, mais là, je pourrais mettre quelque chose, puis ça me dérangerait pas. Tu vois, même, j'allais pas au spa avant. Maintenant, j'ai commencé à aller dans les spas. Tu sais, il y a quelque chose que ça a libéré. Puis là, ça me fait voir des choses que je voyais pas. Tu comprends? Ou je pense que je suis plus pleinement moi-même. On peut pas camoufler des choses en nous. Tu sais, la vie, c'est un peu ça. C'est s'ouvrir, enlever des couches. C'est la quête d'une vie, tu sais. Et moi, c'est enlever une couche, en tout cas. C'est tellement beau. Mais t'es sensuelle, ça, je te le confirme. Merci. Mais en tout cas, t'as fait beaucoup de travail sur toi, clairement. Oui, quand même. Puis j'en ai encore plein, là. J'ai encore plein Mais de c'est extraordinaire. Dernière question. La question Opto-Réseau. Si tu regardes ta vie à travers les yeux de la petite Ingrid, qu'en pense-t-elle? Je pense qu'elle serait fière, tu sais. Ça m'arrive encore de le faire. Tu sais, mettons là, que je m'en vais, là, je suis dans ma voiture, puis je m'en vais, je sais pas trop, là, une entrevue ou un spectacle. Puis là, je fais comme, oh mon Dieu, tu revois-tu la petite Saint-Pierre, là, la petite Saint-Pierre de Cabano, là? Elle est dans l'auto, là, elle est en train de conduire pour aller à son show. Puis des fois, je fais, oh mon Dieu, j'ai comme un petit... je pense que je serais fière. Un petit vertige. Un petit vertige, un petit, oh bravo. Puis je me dis, bravo Saint-Pierre, c'était beau ça. Puis je me parle, j'aime Toi, ça. tu t'appelles Saint-Pierre, je m'appelle Saint-Pierre clairement. parce que ma meilleure amie m'appelle Saint-Pierre, puis il y a quelque chose qui casse dans le Ingrid qui devient comme un peu trop, je sais pas trop, tu sais... Saint-Pierre, il y a quelque chose qui est tellement par rapport avec moi dans le côté plus droit, puis plus... fait que c'est ça, c'est beau Saint-Pierre. Puis j'entends ma meilleure amie me dire ça aussi, tu sais. Fait que, ouais, je pense qu'elle serait fière. Elle serait fière aussi de la maman que je suis, tu sais, que j'essaie d'être. Puis je pense que c'est important de se le dire, ça. Tu sais, c'était une bonne journée. Bravo, t'as fait une bonne intervention avec ton fils. Tu sais, j'essaie de me le dire. Tu sais, des fois où je suis plus fatiguée, puis je sais que ça a été une grosse semaine, puis tu sais, on n'a pas dormi parce que tout le monde était malade, puis je vais faire un show, puis je fais comme, hey, tu vas monter sur scène, puis tu vas être la fille que tu es en ce moment, avec le bagage que tu as eu, puis avec les nuits de sommeil que tu as eu, puis tu vas rendre quelque chose de vrai, puis on va partager ce moment. Tu camoufles rien, là. Tu montes sur la scène. Tu votes pour toi, cette journée-là. Ouais. Puis je le fais, puis quand je sors, je fais comme, tu l'as fait, bravo, tu sais. Puis tu vois, là, la façon dont je te parle, ben, c'est la voix. Que, tu sais, c'est la Ingrid qui prend cette place-là, tu sais. OK. Qui m'appelle Saint-Pierre, puis elle te cadre un peu. Elle me cadre, puis elle me gère, puis elle m'amène... elle t'apprécie. Oui. Elle te le dit, il faut qu'on s'apprécie, là. C'est ça, il faut que je la prenne, cette voix-là, pour qu'elle soit douce envers moi aussi, tu sais. Ouais. Quelle belle rencontre, Ingrid. Quelle belle rencontre, vraiment. Wow. Merci pour ce partage-là, cette générosité. Ça fait du bien, ce niveau de conversation-là. Tellement. Plus souvent, on en a besoin de ces vraies discussions-là. Ça fait du bien. Merci. Hey, en tout cas, continue. Tu es inspirante, sensuelle. Yeah! Je suis sensuelle! Non, mais t'es incroyable. T'es trop fine. Tu sais, comme je te dis, j'avais particulièrement hâte à cette rencontre-là. Moi aussi, j'avais hâte. J'ai hâte de rentrer dans ton univers. Puis merci de... Je sens qu'on aurait pu parler pendant des heures. Tellement. Je suis sûre que tout le monde est content. Tu sais, ici, c'est presque une thérapie. Oui, puis t'es bonne, là, dans les questions. Tu nous amènes tellement à des endroits précis et parfaits, là. Tu sais, je trouve que tu prends les portes puis tu nous laisses y aller. Oui, ça, tu choisis la porte que tu ouvres. Tu nous amènes pareil. C'est pas donné à tout le monde, tu sais. Et t'as pas utilisé ton joker. Pas en tout. C'est zéro mon genre. Je suis pas mal toujours en ligne. Alors, merci beaucoup, Ingrid Saint-Pierre. À merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié autant que j'ai apprécié ce moment-là. Et on se dit au prochain podcast. Bye-bye, tout le monde. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.